Voilà, et donc je passe tout de suite la parole à ceux qui ont organisé le cycle avec Bouchot, qui est un des organisateurs du cycle sur l'art contemporain. Voilà, donc très rapidement ce cycle sur l'art contemporain, donc on a, Jean-Louis a exposé un petit peu le mode de fonctionnement de l'association. On a constitué donc un petit groupe de travail de personnes qui n'étaient pas expertes, mais bon, on va dire sensibilisées à l'art contemporain. Et donc les thèmes sont retenus par un comité d'orientation, et l'art contemporain donc, est un sujet qui intéressait beaucoup de monde, donc qui a été retenu, et on a été au départ 4 ou 5 à se pencher là-dessus, et je ne vous cache pas en se disant mais par quel bout on prend le problème, c'était pas simple. On a failli renoncer, mais non, malgré tout, on a creusé un peu la question. En fait, ce qu'on voulait éviter, bon, c'est en 4 ou 5 séances de passer en revue au fil des séances les courants, les mouvements qui ont jalonné depuis les années 50 ce qu'on appelle l'art contemporain, l'art moderne, avant la Seconde Guerre mondiale. L'art contemporain, c'est arbitraire, mais là, on en saura plus au terme de ce premier exposé. Et donc, on a voulu en tout cas écarter cette manière de prendre les choses. Et donc, il y a 4 séances, et on va dire 4 entrées sur le sujet, 4 thématiques. La première, je laisserai Jean-Pierre l'introduire. C'est, on va dire, une approche un peu globale sur la genèse de l'art contemporain et ce que ça recouvre. Mais j'en dis pas plus, c'est l'objet de cette première séance. Une deuxième séance, on s'est dit, l'art contemporain, c'est aussi un marché, le marché de l'art contemporain. Mais le marché de l'art contemporain, ça va de la petite galerie aux grandes foires expositions qu'on connaît en France et ailleurs. Et donc c'est aussi un sujet qui est très large. Alors, on a fait le choix, puis on avait une opportunité aussi, de donner la parole à une galériste. Donc la deuxième séance, c'est une galériste qui a une galerie à Paris, qui produit des artistes, et elle nous parlera du fonctionnement de la galerie, sa relation aux artistes. Voilà, et ça sera une entrée sur le marché. La troisième entrée, alors on avait quand même envie de faire un zoom sur quelque chose, un aspect de l'art contemporain, et on a retenu l'art brut qui en même temps a pris sa naissance bien avant cette période consacrée des arts aux années 50. Mais néanmoins qui nous a paru intéressante pour parler d'une création, alors qu'il ne faut surtout pas parler d'être un courant ou autre, mais d'une création populaire et autodidacte. Nous aurons pour cela une journaliste, donc c'est un autre profil, journaliste, historienne, critique d'art, qui viendra nous parler de l'art brut. Et la dernière séance, alors j'aurais dû vous le dire tout à fait au début, notre groupe avançait dans sa réflexion qu'à un quart, et en cours de route, 2 artistes sont venus se joindre à nous, et ça nous a bien aidés. L'un est parmi nous, Xavier Dantelfi, qui est ici, et donc le groupe s'est étoffé, et on s'est dit, cette dernière séance, pourquoi ne pas donner la parole directement aux artistes. Donc les 2 artistes, Xavier Dantelfi et Eric Vassal,
animeront cette dernière séance pour nous parler de leurs conditions d'artistes dans ce contexte donc, de l'art contemporain. Ils nous parleront de beaucoup de choses, l'avant-garde, qu'est-ce que ça signifie pour eux, la mondialisation dans l'art contemporain, comment ils se situent là-dedans. Et puis, donc c'est la 4e séance. Alors on a bouclé nos 4 séances, mais il y a une petite cerise qui vient se greffer sur le gâteau. Le samedi matin qui suivra la 4e séance, nous aurons une visite d'atelier, puisque Xavier Lantaggi, qui est un artiste dont l'atelier est dans le 14e patrimoine ici, accepte de nous accueillir dans son atelier qui est assez spacieux. Au demeurant, là je vois qu'on est, je crois, 80-90, je ne sais pas combien on sera aux 3 séances suivantes, mais c'est limité à 30 places. Donc ça, bon, parce qu'après c'est trop compliqué. Et là, Xavier expliquera son travail dans le contexte de son atelier. Alors, on prendra les 30 premiers inscrits, on démarre les inscriptions à partir de la semaine prochaine, donc à partir de la 2e séance. On prendra sur table les inscriptions et ce sont les 30 premiers qui pourront bénéficier de cette visite d'atelier. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Je passe tout de suite la parole donc, à Jean-Pierre pour introduire cette première séance. Merci Eric. Donc je vous présente ce soir Christiane Herth. Christiane Herth est professeure d'art plastique. Elle a été professeure d'art plastique devant des élèves de lycée et de collège dans l'Académie de Strasbourg au début de sa carrière. Et ensuite, elle a très rapidement commencé une carrière de formatrice de professeur d'art plastique et d'instituteur, puis de professeur des écoles, comme on dit maintenant. Christiane, tu es également titulaire d'une thèse, d'un doctorat en didactique des arts plastiques, c'est-à-dire que tu es toujours très concentré sur cet univers-là. Donc, tu as présenté à des élèves de niveau secondaire, de lycée et de collège, tu as présenté également à des enseignants débutants et en formation continue, des premiers et des seconds degrés. Et ça consistait, entre autres choses, parce que pour les élèves, il y a aussi une session à la pratique, à faire découvrir cet objet qui est parfois, enfin souvent étonnant, un peu inconnu, parce que c'est quelque chose que l'immense majorité des élèves n'abordent jamais au-delà de la 3e. Il y a des sections spécialisées au lycée, mais c'est très sélectif. Et ça concerne des gens qui ont un projet, une motivation particulière. Donc pour une grande partie de la population qui est passée par l'éducation nationale, finalement, l'art, y compris l'art contemporain, c'est un objet qui est un petit peu comme l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire qui a surtout l'intérêt de pouvoir être oublié et de faire partie de sa prime jeunesse après la suite des études que l'on considère, et ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord avec cette vision-là, comme plus formatrice intellectuellement et professionnalisante. Ça c'est un tout autre problème. Cet objet dans la société encore est assez peu connu, souvent considéré comme mystérieux, voire comme une mystification. Évidemment, ça ne doit pas trop, j'imagine, être le point de vue de la majorité de celles et ceux qui sont là ce soir, sinon on ne serait probablement pas venus. Mais c'est un défi même que tout un chacun peut avoir à relever quand vous dites auprès d'un auditoire qui n'est pas uniquement, enfin, d'un groupe d'amis, d'un dîner, ou en famille, que vous êtes allé voir telle ou telle exposition, c'est pas sérieux cette affaire-là, etc. Donc c'est quelque chose qui interpelle tout le monde et puis qui est également contemporain, comment se fait-il, qui est des gens qui, bien au-delà de l'univers des musées qu'on va voir quelquefois accompagnés par ses enseignants quand on est au cours de sa scolarité obligatoire, comment se fait-il qu'il y ait des gens dans une société donnée
qui s'intéressent à l'art, vont dans des expositions, achètent quelquefois dans les musées ou dans les galeries des œuvres, enfin dans les musées, mais dans les galeries des œuvres, et puis des gens aussi qui se livrent à cette pratique-là, hein, à titre semi-professionnel ou professionnel, et dont ils disent que c'est extrêmement important pour eux et que c'est leur profession, leur mode d'être à la société et aux humains qui les entourent. Alors, Christiane, tu as présenté cet objet, tu l'as fait pratiquer aussi à des élèves et à des enseignants en formation continue. C'est dire si tu as déjà rencontré toutes sortes de questions, mais je suis sûr que tu vas en rencontrer ce soir de nouvelles, puisque ce soir tu as affaire à un auditoire qui est volontaire. C'est quand même pas forcément le cas dans le reste de ta carrière et de tous tes collègues des autres disciplines. Christiane, tu vas voir. Merci Jean-Pierre. Alors, côté micro, vous allez me dire si c'est bon au niveau du son, s'il faut que je parle plus fort, que je m'approche davantage. C'est bon? Un peu plus? Un peu plus encore? Oui? Donc si jamais j'ai tendance à m'éloigner du micro, faites-moi signe, parce qu'en regardant les images, l'écran, etc., peut-être que moi ça va aller. Oui. Alors merci Jean-Pierre pour cette introduction. Donc effectivement, c'est un défi hein, d'introduire un cycle sur l'art contemporain, surtout un cycle court. Étant donné la diversité des pratiques d'art contemporain, effectivement l'objectif de l'introduction, ça va être de donner quelques clés, une sorte de GPS, pour arriver à s'orienter dans un territoire qui, tout en étant contemporain, est quand même pas un territoire qu'on fréquente avec beaucoup de repères. Et dans un premier temps, peut-être la première chose à faire, c'est de se dire, mais on parle d'art contemporain là depuis un petit moment, d'abord ça se situe où, ça commence quand, comment c'est né l'art contemporain, et immédiatement on va avoir plusieurs propositions. Il y a des gens qui vont dire que est contemporain, tout ce qui se fait aujourd'hui, ça semble assez logique, c'est commun, c'est contemporain, c'est de mon époque. Donc tout ce qui se produit aujourd'hui sur le plan artistique est contemporain. Voilà, pourquoi pas. C'est pas la définition que je vais vous proposer ce soir. On peut aussi se dire que c'est contemporain en prenant une perspective historique, en disant voilà, dans la logique d'une évolution artistique, où on est passé, pour ne pas remonter jusqu'à l'Antiquité, mais à deux périodes que les historiens de l'art posent, on va dire on est passé du classique au moderne, puis au contemporain, donc dans une histoire linéaire, ou en tout cas dans l'idée d'une évolution, au sens scientifique, darwinien de l'évolution, on est parti, on développe, on ouvre, on se déplace en fonction des besoins, du contexte qui change, du classique vers le moderne, vers le contemporain. Ça c'est la deuxième lecture, et alors à ce moment-là ça se passe quand? Vous avez été plusieurs à dire, oui, aux alentours des années 1950, on considère qu'on est passé à l'art contemporain. Puis il y a une position un peu plus complexe qui dit il y a une coexistence aujourd'hui dans les pratiques et dans ce qui nourrit notre réflexion sur l'art, ce qui construit notre conception de l'art. Il y a une coexistence de tout ce qui a précédé et de l'art contemporain, c'est-à-dire de l'état auquel on est arrivé. L'art contemporain est une révolution, mais ce n'est pas une révolution complète. Il n'y a pas de situation hégémonique de l'art contemporain, il y a une coexistence, pas toujours facile, pas toujours pacifique, même parfois assez conflictuelle, entre des conceptions qui se sont développées dans le temps, et l'art contemporain n'a pas totalement reconfiguré ce qui l'a précédé. C'est-à-dire que dans les années 50, 1950, on est d'accord, on se dit il existe un art contemporain dont les principes sont à présent établis, qu'on va pouvoir reconnaître et dont je vais essayer de vous donner quelques-unes des clés ce soir. À partir des années 50, ça existe, mais ça coexiste avec des œuvres qui se réfèrent à une conception moderne, et après tout aussi à des œuvres qui se réfèrent à une conception classique, à la fois dans les pratiques des artistes et dans les conceptions de ceux qui le consomment, du public. Dans les conceptions du public coexiste, et c'est ce qui rend la chose délicate et passionnante, coexiste la conception de l'art qu'on a incorporée à un moment donné de l'art classique, qui va donner une importance à la réalisation de l'objet et sa qualité esthétique. Ça coexiste avec la conception qui s'est développée chez les modernes. Alors les modernes, juste pour situer un petit peu,
l'art moderne, on a tous des figures d'artistes modernes en tête, Matisse, Picasso, Van Gogh et quelques autres, hein, qui sont vraiment les archétypes de l'artiste moderne. On considère que l'art moderne a vraiment démarré, disons, dans les années 1870 à peu près. Avant, évidemment, c'était en germe, rien ne se fait de manière brutale, mais avec les impressionnistes et avec Manet, on considère que l'art moderne, dans sa conception, a été suffisamment bien posé pour que là aussi on puisse en décrire les principes, les conventions, le périmètre. Donc cet art moderne qui s'est développé, il y a des artistes aujourd'hui qui continuent de peindre, qui continuent de pratiquer selon les conventions, selon les principes, à l'intérieur du périmètre de l'art moderne. Si vous vous promenez dans les galeries, ou que ce soit à Paris, vous allez voir coexister des galeries qui vont choisir de montrer des œuvres actuelles, donc de nos contemporains, de peintres jeunes ou moins jeunes, d'artistes jeunes ou moins jeunes qui pratiquent selon des critères de l'art contemporain, et vous allez avoir dans la galerie d'à côté, ou dans la salle d'à côté de la même galerie, des œuvres qu'on va estampiller art contemporain. Donc tout ça, ça coexiste aussi dans nos attentes. Et c'est ce qui rend une partie de l'art contemporain soit énervant, soit déceptif, soit comique, soit illégitime, si on adopte le mode de pensée d'une conception de l'art pour aborder l'art contemporain, on va être dans un registre qui ne permet pas d'aborder le fonctionnement réel de l'art contemporain. C'est pareil, pour un exemple trivial, si vous allez dans un restaurant japonais et que vous attendez à manger un steak frites, c'est à peu près la même chose. Il y a des attentes, il y a un désir, il y a un plaisir lié à une consommation, à une fréquentation d'objets qui, quand elle est déplacée dans un périmètre qui a sa cohérence, et chaque conception de l'art est un périmètre dans lequel les choses sont cohérentes, il y a de la déception, de la surprise, de l'incompréhension. Mais, cependant, tout ça, ça coexiste. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante et plus complexe, c'est qu'en chacun de nous, en fait, il y a toute cette histoire. C'est pas seulement, il n'y a pas un public qui va uniquement voir de l'art contemporain, il est nourri de l'histoire artistique. Il peut porter en lui des envies aussi, du plaisir de regarder un Chardin, donc on remonte dans des époques antérieures, et avoir plaisir à regarder les deux plateaux de Buren dans la cour du Palais Royal. Donc c'est cette coexistence que j'aime, moi, essayer de faire partager à mes nombreux publics de la maternelle à l'université et puis vous ce soir, parce que ce sont des manières d'aborder quelque chose qui finalement est assez simple, c'est la production tangible, et pas toujours d'ailleurs matérielle, parfois immatérielle, mais en tout cas la production de personnes inscrites dans leur époque, qui participent à un domaine qui est un domaine construit. Et c'est nourri par une conception de l'art qui n'est pas une conception de l'art en tant que quelque chose d'absolu, qui existe une fois pour toutes, mais une conception de l'art qui est quelque chose qui évolue avec la pensée humaine, les aires géographiques, l'économie, les histoires individuelles, les histoires collectives. Et c'est ce qui rend le domaine passionnant et qui le rend également plein de choses trappes, plein de choses difficiles à définir. Quand on commence à s'intéresser aux histoires, c'est ce qui le rend également polémique. Et donc ce soir, je vais essayer de vous emmener là-dedans. Mais je vais essayer de vous emmener non pas dans un regard extérieur, mais on va essayer de regarder l'art contemporain de l'intérieur. En partant du principe qu'un champ artistique, enfin que l'art, toute conception de l'art, c'est quelque chose qui relève d'un champ, c'est-à-dire d'un périmètre, à l'intérieur duquel les gens partagent des valeurs, des pratiques, des habitudes, et qui trouvent normal ce qui s'y passe. Donc je vais vous demander de suspendre votre jugement critique pour arriver à rentrer dans ce périmètre de l'art contemporain, d'apprécier, vraiment en essayant d'avoir une attitude d'observateur bienveillant, si c'est difficile parfois de rentrer dedans, mais de comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui est possible, pourquoi c'est possible, pourquoi c'est intéressant. Et peut-être que quand on passera aux questions à la fin de la soirée, vous referez un pas à l'extérieur de ce périmètre que je vais délimiter, et on va voir comment cette suspension du jugement vous permet à un moment donné de regarder avec intérêt quelque chose, et comment à un autre moment elle va reposer des questions de qualité, de jugement, et réveiller des envies d'art qui sont rattachées peut-être à des conceptions artistiques différentes de celles de l'art moderne, de l'art contemporain que j'ai développé là. Alors, j'ai parlé de l'art moderne, peut-être que c'est intéressant quand même avant d'aller dans les œuvres d'art contemporain, je regarde quand même
de définir ce qu'on entend par art moderne. J'ai donc dit qu'il a démarré dans les années 1870, en gros. Il a construit, par rapport à l'art classique qui précédait, il a construit une idée de ce que c'est que l'art, une conception, et une idée de ce que c'est qu'un artiste. Un artiste moderne, c'est quelqu'un qui a subi un grand changement dans son territoire de pratique. Il est passé d'une pratique artistique où on lui passait commande, je schématise pour aller vite, parce que l'objet n'est pas l'art moderne mais l'art contemporain. Il est passé d'une conception de son champ de pratique, où on lui passait commande et où il réalisait une commande. Ça, c'est période classique. La Révolution est venue changer tout ça, les Lumières sont venues changer tout ça, et on est arrivé à une période où on a inversé les choses, c'est-à-dire qu'à partir de l'artiste moderne, c'est beaucoup plus compliqué d'exister en tant qu'artiste. Il s'est passé un certain nombre de développements techniques, comme l'apparition de la photo. Souvent, on va dire que c'est la photo qui a changé les pratiques artistiques modernes, mais c'est plus compliqué que ça. Il est dans une position où il va produire avant de vendre, c'est-à-dire il va faire du stock avant de trouver le client. Comment faire si on fait tous la même chose, si on pratique tous la même peinture? On va parler juste de peinture, mais bien sûr ça concerne la sculpture, la tapisserie, toutes les pratiques artistiques. Si ce que je fais est identique à ce que font les autres artistes, comment faire pour exister? Comment trouver mon identité d'artiste et continuer d'exercer un métier qui correspond à un besoin, pas seulement économique, mais qui correspond à un choix de métier, à un intérêt pour les formes, les couleurs, les matières, la représentation. Je vais être obligée de me singulariser, d'être différent des autres pour que quand quelqu'un va choisir mon œuvre plutôt que celle du voisin, de l'atelier voisin, il va dire c'est ça ce que je veux, c'est ça ce qui me plaît. Et on arrive dans ce que Nathalie Hennig, qui est une sociologue de l'art à laquelle je vais me référer plusieurs fois, et que vous avez vu dans la bibliographie, si vous êtes allé voir la bibliographie sur le site de Lupin. Elle parle du régime de singularité, c'est-à-dire que l'art moderne va faire exister l'artiste selon un régime où il est obligé d'être singulier, et il incarne ça, il l'intériorise. Il ne se dit pas tous les matins qu'est-ce que je peux faire pour être original, mais c'est dans l'air du temps. Il est obligé par sa pratique de réfléchir à sa manière de faire, et ces manières de faire doivent le montrer en tant qu'individu. Donc il a une obligation de singularité, d'originalité, pour continuer de pratiquer ce qui est son métier. Et dans cette recherche de singularité, il va beaucoup se mettre en avant en tant qu'individu. Individu qui s'extériorise, qui dit sa vision du monde. Souvent, l'artiste montre sa vision du monde. Il dit comment il perçoit. En réalité, heureusement qu'il ne perçoit pas ce qu'il peint parfois, parce qu'on pourrait s'inquiéter de sa perception du réel. Mais il développe une idée, une manière de vouloir montrer ce qui est pour lui intéressant dans le métier de peintre, avec les couleurs, les formes, les matières. Et pour exister, il va chercher où trouver sa singularité. Et l'artiste moderne va commencer à interroger comme ça tout ce qui compose le métier. Le support sur lequel il peint, les limites de ce support, la toile, les couleurs, au lieu de peindre, je dirais, de manière classique en mettant des ombres, des lumières, de la profondeur sur une perspective atmosphérique par exemple, il va tester, il va expérimenter, l'artiste va devenir une forme de chercheur. Je ne dis pas que les précédents n'ont pas été chercheurs, mais il va assumer cette position de chercheur comme faisant partie de son identité de peintre pour exister sur ce marché-là. Et il va développer des stratégies personnelles d'exploration et de fabrication de l'objet artistique qui font qu'un Monet, par exemple, va développer des séries de peintures, nymphéas, les meules, enfin en cherchant quelque chose, et ils vont quelque part se spécialiser dans cette recherche qui fait qu'au fil des années, on va arriver à un développement de l'art moderne où certains artistes vont s'interroger uniquement à la couleur, s'interroger uniquement au format de leur toile, et interroger tellement bien les composantes que certains vont s'intéresser uniquement à est-ce que ma toile est tendue ou est-ce qu'elle est lâche? Est-ce que ma toile est grande ou est-ce qu'elle est petite? Est-ce que la couleur dégouline ou est-ce qu'elle est opaque et bouche la toile? Donc ils vont interroger toutes les composantes de la peinture et déconstruire progressivement la peinture, jusqu'à ce que l'œuvre d'art finisse par ne parler plus que d'elle-même, c'est-à-dire elle ne parlera plus de l'extérieur, elle ne se met plus au service de la représentation de quelque chose d'extérieur, mais elle va être la projection de l'individu
de l'intériorité, la subjectivité de l'individu artiste sur un support, dans des objets qu'on va regarder comme objet d'art, et on va comprendre les intentions de l'artiste. Le terme d'intention va être très important pour l'artiste moderne. Il a une intention, une subjectivité, une intériorité. Kandinsky va dire une nécessité intérieure. C'est très beau. Et c'est ce qui va lui permettre de développer une pratique abstraite où il va mettre de manière, en référence à la musique, en scène dans des formats de peinture assez raisonnables par rapport à ce qu'on va voir se développer après comme grand format. Il va jouer avec les couleurs, il va chercher une musicalité dans l'art, il va choisir ses couleurs. Les choix de l'artiste deviennent importants, le personnage de l'artiste devient important. On voit à l'époque moderne et après se développer l'artiste bouffon, Dali par exemple, l'artiste maudit, Van Gogh, l'artiste qu'on ne reconnaît qu'après, hein, la figure de l'artiste maudit, et qui se construit avec drame en fait, hein, pour lui. L'artiste, qu'est-ce que j'ai comme autre figure d'artiste? Je réfléchis, on va pas tous les énumérer. Le prophète, à la Duchamp, hein, celui qui dit plus tard, alors ce sera ça, moi je trace les premières lignes, et puis après vous allez voir, on va aller dans ce sens-là. Et on va voir se développer les ismes, impressionnisme, cubisme, toutes les manières de faire qui singularisent une personne ou un courant, parce que quand même on est nombreux sur le marché, donc on va se raccrocher à une manière de peindre, et on va essayer d'explorer, de déplier des manières de produire l'art, qui font qu'il va y avoir des écoles. Mais ce qui est premier vraiment, c'est l'objet qu'on va réaliser, qui va circuler, qui va s'échanger, qu'on va apprécier, parce qu'il va correspondre à des critères d'appartenance à ces courants, donc impressionnisme, cubisme, néo-impressionnisme, pointillisme, futurisme, etc., etc. Si ça vous intéresse, c'est passionnant d'aller voir effectivement tous les courants et comment ils se sont nourris les uns des autres, ou se sont séparés les uns des autres pour trouver ce terrain particulier des uns et des autres. Là, on est dans l'art moderne. Donc, statut de l'artiste et autonomie de l'œuvre d'art. On peut la placer quelque part, une peinture moderne, je la place quelque part, je la regarde en tant qu'objet, je peux essayer de faire des hypothèses sur ce que l'artiste a voulu faire. Je n'ai pas forcément besoin qu'il me l'explique, j'ai besoin d'un peu de culture pour voir ce qu'il y a dedans, mais je vais pouvoir voir ce qu'il a cherché à explorer, s'il a fait de la série, pas de la série, s'il travaille sur le grand format, etc., etc. Voilà pour l'art moderne. Alors l'art contemporain dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais un changement, ce que Nathalie Yannick justement appelle un changement de paradigme. Dans les années 1950, on localise ce changement de paradigme, mais en réalité, pour moi, il a commencé un petit peu avant, avec quelqu'un, donc ceux qui sont installés, vous allez constater, enfin un petit torticolis peut-être à la fin de la soirée, je vais passer une vingtaine, voire une trentaine d'images, donc mettez-vous en situation de confort pour voir les images. Donc là, on est en 1917, et Marcel Duchamp fait un geste artistique, une proposition artistique, qui va être l'instauration, pour les gens qui travaillent sur l'art contemporain, le premier pas qui va déboucher sur les pratiques contemporaines. Pourquoi? Alors, pour la petite histoire, Duchamp, en 1917, participe à un comité pour une exposition qui se déroule à New York. Et le principe de ce groupe, c'est de ne rien refuser. Parce que dans l'art moderne, il y a eu des salons des refusés. Et donc, ils se sont dit, bah, nous on est ouverts, hein, on peut tout faire dans l'art, donc on ne va rien refuser. Et Marcel Duchamp fait partie de ce groupe de gens, et il fait une petite plaisanterie. Il prend un pseudonyme, il ne signe pas Marcel Duchamp, mais vous voyez sur la gauche, c'est signé R.Mout, 1917. Il achète à la quincaillerie du coin un urinoir, et il envoie à l'exposition, comme pièce à exposer, un urinoir en l'ayant intitulé Fontaine, et signé Hermut. Et le jury, contrairement à son principe, va le refuser. La mythologie de la construction, le mythe de l'art contemporain dit que ça a fait scandale et que ça a été vraiment un moment important dans l'art contemporain. En réalité, non. On l'a juste oublié dans un coin, d'ailleurs, il a fallu le chercher. Et on a dû en racheter pour en mettre dans les différents musées. Il n'a pas du tout fait scandale à ce point-là, il a fallu vraiment activer les choses et faire agir les médias pour qu'il y ait réellement scandale. Donc cette fontaine, comment elle fonctionne? Il est allé chercher un objet tout fait, au lieu de fabriquer un objet comme les artistes le font, hein, l'objet qui les représente, où il y a leur subjectivité, leur intériorité. Il est allé chercher un objet manufacturé en disant voilà, ce qui fait que c'est de l'art, c'est pas que je l'ai fabriqué, c'est que j'ai décidé moi que c'en est,
et que je l'ai déplacé dans un lieu qui est destiné à montrer de l'art dans une future exposition. Il va être sélectionné comme étant une œuvre artistique. Ensuite, je le signe. Je lui donne une existence. Le fait de l'avoir signé, daté, lui donne une existence d'objet choisi pour être un objet d'art, et je lui donne un nom. J'appelle ça un ready-made, donc un déjà fait. Je prends des objets et je décrète qu'en tant qu'artiste, si je décide que quelque chose est de l'art, ça suffit à en faire de l'art, parce que je le déplace et parce que je le signe. Cependant, il triche un peu du champ, parce que d'abord, il ne l'inverse pas par rapport à l'usage habituel de l'urinoir. Il est inutilisable. C'est un objet du quotidien, mais en le transportant dans le musée ou dans l'espace muséal, il le rend inutilisable. Il n'expose pas en tant qu'urinoir. Donc il le transforme d'une certaine manière, hein, même s'il prend un objet tout fait. Voilà, on est en 1917. En 1917, on est quand même en pleine apogée de l'art moderne. Matisse, tout le monde est dans une production qui est reconnue. Il y a Picasso, tout le monde est sur le marché de l'art. Ça a de la valeur. C'est défendu par 1917. C'est la défense du cubisme par Kahnweiler et quelques autres. On est dans quelque chose qui est très riche au niveau de l'art contemporain, de l'art moderne. Et voilà donc les premiers signes d'un pied de nez. Et Duchamp est un provocateur. Duchamp, en même temps que ça, fait de la peinture, mais décide d'arrêter la peinture parce que peut-être il n'a pas trouvé une identité de peintre qui lui permette d'exister en tant que peintre. C'est un fort bon peintre. Je n'ai pas pensé à mettre une peinture de Duchamp autre que le Nu descendant l'escalier. C'est un fort bon peintre. Ça aurait été un bon peintre qui aurait pu vivre de sa peinture, mais cherchant autre chose dans l'expression artistique, cherchant un autre territoire. Pas mal d'années après, cette question du statut de l'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Est-ce qu'il suffit qu'un artiste dise « je suis artiste, donc mon geste va faire que l'objet que je vous propose est de l'art ». C'est ce qui va justement être repris dans le champ de l'art contemporain comme quelque chose de possible, de considéré comme raisonnable à l'intérieur du champ de l'art contemporain. On va considérer qu'effectivement l'artiste peut ne pas être quelqu'un qui dépose sa subjectivité ou qui exprime son intériorité avec les moyens traditionnels de l'art, mais qui peut faire de l'art d'une autre manière. Donc là, cette recherche d'identité qui est instaurée par l'art moderne, elle continue, mais elle va prendre une nouvelle forme. Et c'est donc cette nouvelle forme que je vous propose d'explorer sur la question des limites. En fait, les artistes contemporains se définissent par leur exploration de jusqu'où puis-je aller trop loin. Ils sont tout le temps en train de chercher à repousser les limites. Ce que les modernes ont commencé à faire, mais en gardant un statut à l'objet, à la peinture. On va reconnaître l'objet, on va l'isoler, on va pouvoir le transporter facilement, on va pouvoir... Ils restent dans une tradition de l'objet d'art, malgré tout, de la peinture, du matériau de l'art. Eux vont chercher les limites, et donc ils vont pousser les limites. La première qu'ils vont pousser, enfin, celle que j'ai mise en premier, parce qu'en fait tout ça, ça se passe en même temps, c'est la notion d'auteur, de qu'est-ce que c'est qu'un artiste et qu'est-ce qu'il veut dire. Et cette notion d'auteur, elle est explorée par quelqu'un dont vous pouvez assez facilement à Paris aller voir le travail, qui est Daniel Buren, qui expose, qui installe, donc c'est ce qu'on appelle une installation, dans un lieu qu'il n'a pas fabriqué. Donc on retrouve une parenté, hein. Il prend un support, mais ce support n'est pas un support traditionnel de l'art, c'est pas une toile, c'est pas du marbre, quoique les colonnes sont en marbre. Donc il s'inscrit dans la continuité et dans la rupture. Un des maîtres mots de l'art contemporain, c'est être en rupture. Il va prendre des matériaux traditionnels, du marbre blanc de Carrare, excusez du peu, donc le même que Michel-Ange, et du marbre noir des Pyrénées, et il va placer à l'intérieur du Palais Royal des éléments, des colonnes, il appelle ça lui des cylindres, qui sont marqués par sa signature d'artiste. Il a choisi une signature qui le caractérise, qui est pour lui sa signature d'artiste, mais qui est ce qu'il appelle le degré zéro de la peinture. Pourquoi? Parce que cette signature, il est allé la chercher dans du préfabriqué, sur un store vendu dans un magasin de décoration. Il a trouvé ces bandes de 8 cm 7 de large qui deviennent sa signature d'artiste. Donc il n'a pas créé, il a pris ce système de bandes et c'est ce qui va habiller les espaces dans lesquels il s'installe, dans des installations qu'on appelle, allez, un peu de jargon de l'art contemporain, des installations in situ, c'est-à-dire des installations qui intègrent le lieu dans lequel on met l'œuvre comme une des composantes de l'œuvre. Donc
la cour du Palais Royal qu'il n'a pas fabriquée, qu'il s'approprie, fait partie de son œuvre, qui est construite comme un écho à la colonnade du Palais Royal, par des colonnes que lui-même va installer, qui sont donc graduées. Si vous regardez, on a des hauteurs différentes, on a le sentiment qu'il y a des hauteurs différentes. Alors pourquoi ça s'appelle les deux plateaux? Parce qu'en réalité, il y a deux plateaux. Il y a celui sur lequel vous pouvez marcher, sur lequel il était aussi prévu d'avoir un plan d'eau, mais qui n'a jamais été réalisé. Il y avait une surface d'eau également, dans laquelle il y aurait eu le reflet des colonnes, à la fois de celle du Palais Royal et puis celle que Buren a installée. Toutes les colonnes ont en réalité la même hauteur, parce que le sous-sol, lui, a des hauteurs différentes. Et ce que vous voyez, c'est la partie émergée de colonnes qui font exactement la même hauteur et qui s'appuient sur le sol en dessous. Et quand vous regardez, si vous vous promenez sur ce plateau, vous avez des endroits, vous avez des grilles, et vous voyez de l'eau qui court et qui, elle, va refléter en souterrain un peu de ciel, un peu des colonnes, et qui va donc créer un espace, celui dans lequel vous pouvez rentrer, celui dans lequel vous êtes à distance, et que l'artiste va occuper. Donc, Buren est quelqu'un qui est reconnu dans l'art contemporain, donc il a une signature. Son statut d'artiste, c'est d'avoir une signature et de s'approprier des lieux dans lesquels il va construire ses installations. Donc, autre mise en question de qu'est-ce que c'est qu'un artiste et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art contemporain. Là, on a une superposition entre l'œuvre telle qu'elle est réalisée et l'artiste lui-même. Ça, c'est une... Évidemment, je vous montre des images. L'art contemporain est souvent difficile à montrer parce qu'il faudrait pouvoir voir. Il s'agit de ce qu'on appelle une performance, où les artistes eux-mêmes deviennent l'objet d'art. Puisque les deux artistes qui sont Gilbert et George, deux artistes britanniques, on est dans les années 68-69, vont réaliser une singing sculpture, donc ils vont réellement chanter. Et ils vont chanter dans les galeries où ils s'installent, toujours la même chanson, sur des périodes, je crois qu'ils font environ 5 heures. C'est un côté performance. Ils vont passer en boucle la même chanson. Si vous regardez bien, ils sont eux aussi dans une continuité ironique par rapport à qu'est-ce que c'était l'art avant qu'ils décident de chambouler ce que c'est qu'une identité d'artiste. Ils se sont maquillés un peu couleur bronze, comme s'ils étaient une statue antique, bien propre, hein, bien poli. Et ils ont quelques accessoires d'une banalité, ils ont des costumes totalement, enfin le costume du quotidien, hein, il n'y a pas de mise en scène particulière que de se mettre de manière un peu grotesque sur une table, de chanter. Donc c'est une sorte de mise en question de qu'est-ce que c'est qu'une sculpture, qu'est-ce que c'est qu'un artiste. Et ils se montrent eux-mêmes pour faire une sorte de calque. Ils sont la sculpture et ils sont l'artiste qui produit la sculpture. Quand ils ne sont plus là, la sculpture n'existe plus. Ils s'en vont. On a la photo de la sculpture, mais on a perdu une bonne partie de l'œuvre d'art. Troisième mise en question de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Là, vous l'avez vu dans les deux précédentes, il y a une très grande importance de l'idée de l'œuvre. L'art contemporain va donner une part très très importante à l'intention, mais pas l'intention de s'exprimer, mais à l'intention de dire quelque chose, et qui est rarement à l'intériorité de l'artiste. Et certains artistes contemporains vont pousser ça jusqu'à la limite, en se disant « je suis artiste, je crée l'idée, je n'ai pas besoin de créer l'objet. Il suffit pour que je sois artiste que j'ai l'idée de faire ». Lawrence Weiner, qui est un artiste américain, a donc un protocole, et il explique, je l'ai mis dans le coin à droite, ses principes qu'il envoie au galeriste qui veut exposer ou acheter, ou au collectionneur qui veut acheter ou installer une de ses œuvres. Il lui donne un mode d'emploi, il crée le mode d'emploi, et c'est celui qui va acquérir l'œuvre qui va la matérialiser. Donc on est arrivé à ce que les théoriciens d'art, quand ils parlent d'art contemporain, parlent de la dématérialisation de l'œuvre. Dans l'art moderne, vous aviez une présence de l'objet et même une interrogation de sa matérialité. La toile, la couleur, ça coule pas, c'est flou, c'est net. Là, on peut rester au niveau de l'idée. Et c'est un courant qu'on va appeler l'art conceptuel. Tout l'art contemporain n'est pas construit comme ça. Là, j'explore certaines des limites et en fait des positions radicales à l'intérieur du champ de l'art contemporain. Et il y a beaucoup d'autres postures qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus hybrides que ce que je vais vous montrer. Je vous montre certaines des recherches des limites pour comprendre après comment les artistes composent avec ça. Ce sont les quelques clés avec lesquelles vous pourrez vous débrouiller après en regardant des œuvres que vous ne connaissez pas,
pour se dire qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est l'idée, est-ce que c'est l'objet, est-ce que c'est la présence de l'artiste, est-ce que c'est la présence du spectateur. Hein, c'est en gros les clés qu'il vous faut avoir pour vous orienter dans ce territoire. Donc une des clés, c'est est-ce que l'idée est importante? Et oui, pour les artistes conceptuels, oui. Donc lui va dire, l'artiste peut construire le travail, c'est pas interdit. Il peut avoir une idée et aller jusqu'à sa construction. Mais, point 2, il peut aussi, le travail peut être fabriqué par lui ou par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il peut le faire fabriquer par quelqu'un. Vous voyez, Duchamp, le fantôme de Duchamp dans cette histoire-là. Hein, l'objet peut être fabriqué ou pas par l'artiste. Il peut exister, ou il peut préexister, ou on peut passer commande. Troisième chose, mais le travail peut même ne pas être réalisé du tout. Et chacune de ces propositions est pour l'artiste égale, et en accord égal avec l'artiste. Le choix d'une condition relève du récepteur et pas de l'artiste. C'est-à-dire quand l'artiste donne son principe, son protocole à celui qui va acheter l'œuvre, il lui dit bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ai créé l'idée, donc je suis propriétaire de l'idée. À vous de voir où vous le mettez, comment vous le mettez, dans quelle taille vous le mettez, c'est à vous de voir. Donc là on est dans vraiment des limites du statut de l'artiste. Il y a d'autres limites du statut de l'artiste. Donc là on a l'artiste qui ne réalise pas lui-même, mais qui fait réaliser. Selon un protocole, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Sol Lewitt. Alors Sol Lewitt, il donne des instructions très très précises. Il fait souvent réaliser ses œuvres par des étudiants d'art. On en a à Beaubourg qui ont été réalisées, je pense, par les étudiants des Beaux-Arts, qui vont, pendant un temps donné, donc je ne sais pas si c'est peut-être un peu flou, là la commande c'est pendant, à l'intérieur de 4 carrés adjacents, qui ont une mesure précise, il y a 4 personnes qui vont pendant 4 heures, pendant 4 jours, et 4 $, de l'heure, réaliser les lignes telles qu'il est dit, en noir, rouge, jaune, bleu, et chacun qui va réaliser va utiliser la même couleur pendant toute la durée. Je vous montre quelques œuvres. Voilà, alors c'est peut-être pas très visible. À Beaubourg, vous en avez une qui est réalisée au crayon de couleur, qui prend un mur entier. Ces œuvres-là, quand on change l'accrochage, elles sont recouvertes de blanc, c'est ripolliné, on ne conserve pas ces œuvres. Ce qui va être important, ce n'est pas la propriété de l'objet. L'objet a existé, l'idée a existé, elle s'est matérialisée. Et vous voyez pourquoi je vous dis suspendez votre jugement et venez à l'intérieur du champ de l'art pour voir pourquoi on considère ça intéressant. Parce que vous, de l'extérieur, si on a les critères de l'art moderne, vous dites qu'ils sont quand même un peu à côté. Hein. En réalité, bon, si on se dit qu'un artiste, ce qui est essentiel, c'est le processus et pas l'objet, c'est l'idée et peut-être même pas le processus, c'est ces déplacements-là. Ces possibilités, ils ont ouvert énormément le champ des possibles. Et le champ des possibles a fait entrer aussi dans l'art contemporain des gens qui n'ont pas développé un savoir-faire au sens moderne, c'est-à-dire une maîtrise des outils du peintre, une maîtrise des outils de la sculpture, qui peuvent être plus conceptuels, qui peuvent être dans la fantaisie, qui peuvent être des scientifiques, qui peuvent être de tas de champs différents. On a des mathématiciens, on a des gens qui viennent de champs très différents et qui se disent mes idées, elles ont de la valeur, j'ai envie de leur donner une forme, fût-elle immatérielle, ou peut-être matérielle, selon les protocoles que je vais mettre en place. Alors là, vous avez un autre Sol Lewitt, juste pour vous montrer que ça peut prendre des formes beaucoup plus visibles, beaucoup plus fortes. Hein, encore un wall drawing récent. Et puis, un autre artiste, parce que je crois qu'il faut que je fasse assez vite, on a plein de choses à vous montrer. Et là, on a un état une autre manière de considérer l'artiste, c'est la délégation que Sol Lewitt donne à des étudiants des Beaux-Arts. Là, on a un artiste qui s'appelle Hubert Duprat, qui est un artiste français, qui délègue la fabrication de ses œuvres en y intégrant une part d'aléatoire. Il la délègue à des petites mouches, à des petites larves qui vivent dans l'eau, qui sont des trichoptères, qui ont, quand elles construisent leur cocon, elles agglutinent avec leur salive, elles agglutinent ce qu'elles trouvent dans les fonds de vase. Et lui, il prend des trichoptères, il les met dans un bocal dans lequel il va choisir les matériaux. Et il fait travailler les larves qui construisent les cocons avec les matériaux précieux qu'il prend. Donc il fait travailler les animaux pour construire son œuvre d'art. Il délègue la fabrication, c'est une manière de faire. Ça donne des choses qui sont entre l'orfèvrerie. C'est un cocon. Là, la bestiole est sortie, hein, elle a abandonné, elle est devenue une petite mouche qui a vécu quelques jours, mais elle nous a laissé l'objet d'art fabriqué parce que l'artiste a choisi les matériaux. Donc il va signer, mais il a fait faire à son atelier, et son atelier, ce sont des insectes. Voilà. Donc là, on a vu quelques limites du statut de l'artiste et de la fonction de l'artiste par rapport à l'objet d'art. Ce que je vais montrer maintenant,
est un peu plus ardu peut-être parce qu'on va parler du sujet des œuvres, non pas de leur matérialité, immatérialité, du statut de l'artiste et de son identité, mais l'art contemporain s'est approprié des sujets de son époque avec parfois beaucoup d'énergie, avec une position critique, avec une position triviale, avec une position ironique, avec une position poétique. Ils ont intégré dans le champ de la pratique artistique par les plasticiens tous les domaines. Et souvent, ils vont chercher les limites là où elles vont faire réagir. Rappelez-vous, l'artiste a besoin d'exister, il a besoin d'être identifié. Donc ça, on l'a gardé, c'est un prolongement de l'art moderne, mais développé à l'extrême par certains artistes contemporains qui vont aller parfois à la limite, et parfois au-delà des limites éthiques, esthétiques, juridiques, en touchant aux convictions des gens. Donc là, on a une œuvre de Maurizio Cattelan, qui est un Italien, qui a donc représenté le pape écrasé par une météorite. Ça s'appelle la 9e heure. C'est de la cire grandeur nature. Alors, curieusement, l'œuvre qui est faite pour frapper, comme elle a d'abord été exposée dans une expo d'art contemporain où on s'attend à tout, elle n'a absolument pas dérangé. C'est quand il l'a installée dans une expo en Italie que ça a fait bouger. Que la Repubblica y est allée de sa discussion. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la limite, il cherche à frotter. Encore une fois, ce sont des positions radicales, et à l'intérieur de ces positions radicales, il y a des choses infiniment plus soft. Mais pour montrer le périmètre, c'était important de montrer jusqu'où il cherche à aller loin, pour voir ce qu'il y a derrière. Lui dit, je ne veux pas provoquer, je veux montrer le poids des péchés sur un homme d'église, par une météorite. Voilà. Donc ça, c'est son discours. Il va souvent chercher les limites. Une autre limite qui s'appelle Him, donc lui, c'est une sculpture qu'on voit d'abord par à l'arrière, donc elle est en cire, c'est la taille d'un enfant, en cheveux humains, costume, résine, polyester et pigments. Et quand vous retournez, vous voyez que celui qui est en pénitence est Hitler. C'est une forme de provocation, c'est une forme de... Il y a des artistes provocateurs. C'est une partie des artistes de l'art contemporain. Vous avez d'autres artistes qui vont à la limite de notre rapport aux animaux et de la protection de l'animal et de l'enfance. Donc les limites éthiques. On a un artiste belge qui travaille sur le tatouage. Les cochons sont tatoués sous anesthésie. On les laisse grandir, ils les laissent vivre pendant toute leur vie tranquille. Quand les cochons sont morts de leur mort naturelle, ils récupèrent les peaux et ce sont les peaux qui vont être éventuellement vendues, pas forcément. Il fabrique aussi des choses où il va mélanger des choses qui ont de la valeur avec des choses qui n'en ont pas, puisqu'en fait c'est ça son principe à Wim Delvoye. C'est par exemple de fabriquer, on dit bétonnière, je crois, une bétonnière en la sculptant comme des stalles, des parties de jubé d'église dans un bois précieux, c'est un bois exotique, donc je vous montre, ça a une dimension de bétonnière, elle est réellement réalisée, sculptée tel un meuble précieux, dans du bois précieux, et il va montrer des choses banales en les transformant par des actions. Il a fait des choses bien pires que je ne vous montre pas. Et il a par ailleurs travaillé sur le mélange entre le banal et le décoratif. Ici vous avez une photographie d'un sol qui ressemble à du marbre, mais regardez bien, en réalité ce n'est pas du marbre. C'est une très belle photographie cibachrome, les couleurs sont belles, elle est grande, 1m10 sur 1m98, mais c'est fait avec du chorizo, la mortadelle et du salami. Voilà. Le comble les limites du bon goût, elles passent par le kitsch, elles ne passent pas que par travailler sur le religieux, la morale, l'éthique, mais ça fait partie des terrains que les artistes travaillent, comme les philosophes les travaillent, en voyant jusqu'où ils peuvent aller. Parfois ça peut être des images qui sont simplement un rappel de ce que c'est que pour nous le kitsch, le décoratif, en le faisant entrer dans les pratiques. Jeff Koons, pour le moment on est en discussion si on accepte ou pas son cadeau, sa sculpture cadeau qui devrait être posée, je ne sais plus exactement où, là on est en discussion. C'est quelqu'un qui joue la provocation et on voit bien pour quelle limite il gratte. Il n'est pas sur le religieux, il est sur d'autres, il a fait des choses plus tendancieuses aussi. Voilà, ça c'est la partie polémique, mais je croyais utile de vous la montrer parce qu'elle définit les limites. À l'intérieur de ces limites, il y a des choses très intéressantes et moins dérangeantes. Moi encore que moi, elle ne me dérange plus beaucoup, mais parce que je suis dedans tout le temps. Il y a une équation dans l'art contemporain qui est qu'on va s'intéresser à cette équation en donnant plus ou moins d'importance aux 4 termes de l'équation. Soit l'objet ou le processus,
le discours, le lieu, le spectateur. Et je vais vous montrer, je regarde l'heure, jusqu'à quand en fait? Jusqu'à 30, c'est ça? 40, 45? Débordé. Voilà. Alors, il y a des artistes qui vont travailler sur qu'est-ce que c'est que les limites, l'objet d'art. L'objet d'art, dans sa tradition, c'était un objet pérenne, qu'on peut acheter, qu'on peut échanger, qu'on peut conserver. Des artistes qui vont fabriquer des œuvres éphémères. Là, on a un artiste, vous le regardez au travail, il a un tamis, il est en train d'installer dans la galerie, il est en train d'installer un périmètre de couleur. Donc il renoue avec l'interrogation sur la couleur et le support, qui est une interrogation moderne. Hein. Mais en réalité, ce qu'il travaille, ce n'est pas de la peinture, c'est du pollen de noisetier. C'est un artiste du land art qui récolte son matériau dans la nature pendant des mois. Il récolte comme ça des pollens qui ont des qualités de lumière, des pollens de pissenlit, des pollens de noisetier. Il va travailler avec du matériau naturel et va introduire soit dans la galerie, dans le musée, des matériaux naturels qui sont des matériaux dont on a besoin pour vivre, en disant l'art et la vie sont liés. Je travaille avec le vivant et j'installe quelque chose d'éphémère qui passe, comme les saisons, comme la nature, mais qui est beau, parce que la nature c'est beau. Donc je vous amène un coin de nature, un coin de lumière, un coin de pollen à l'intérieur, et juste, mais je ne lui donne pas une forme stable, et au fil de l'expo, quand les spectateurs passent, les limites se dissolvent un peu, et elles sont beaucoup plus belles que ce que vous voyez là, parce que si vous avez déjà vu des grains de pollen, ça accroche la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement... qui réfracte vraiment bien la lumière. Donc Wolfgang Leib fait partie des gens qui font du land art, c'est-à-dire qui créent des œuvres d'art avec des matériaux naturels, certains à l'intérieur des musées, mais la plupart à l'extérieur des musées. Lui, il a créé aussi, avec des matériaux naturels, par exemple une chambre de cire, des chambres dans lesquelles on peut rentrer, et c'est de la cire d'abeille, et ça a à la fois une odeur, une réflexion à la lumière, une qualité de silence. Il a créé ça aussi lors d'une résidence dans le sud de la France. Il a intitulé ça « La chambre des certitudes ». Il faut d'abord marcher dans la forêt pendant une demi-heure, il faut marcher, il faut faire un petit bout de randonnée, on est dans des conditions de réceptivité, pour retrouver ce que ça veut dire de rentrer dans un espace petit dans lequel on est protégé, dans lequel il y a un peu de lumière, pas beaucoup de lumière, une réflexion, une espèce de spiritualité liée au lieu. La cire, on l'utilise pour les bougies, donc le fait de recouvrir les murs et de vouloir un lieu de recueillement dans lequel le matériau naturel va inciter à la solitude et au recueillement, c'est quelque chose qui va travailler pour donner une dimension poétique et essentielle, quelque chose qui compte pour lui, qui va essayer de mettre en forme avec des matériaux nouveaux. Dans les langues d'artistes, comme œuvre éphémère, vous allez donc voir arriver des matériaux qui sont des matériaux qu'on ne peut pas conserver. Alors là, évidemment, au pôle Nord, avant quelques années, peut-être que ça va durer encore, il y a des installations d'un artiste également du land art, Andy Goldsworthy, qui a matérialisé dans le vide qui est entre ces quatre cercles, construits avec des blocs de glace. Il a entouré le pôle Nord pour montrer un point qui est un point qu'on ne voit pas en réalité, pour lui donner une existence. Et pour faire ça, il a travaillé avec des Inuits au Canada, qui lui ont appris à travailler les blocs de neige, de la même manière qu'ils construisent leurs igloos, pour reprendre des gestes, reprendre en tant qu'artiste contemporain des gestes premiers, des gestes, une forme de savoir-faire, mais qui n'est pas le savoir-faire artistique, qui est un savoir-faire hérité de la fabrication d'objets nécessaires pour vivre, habiter, s'habiller, se protéger. Neil Soudo, de cette manière-là, va faire d'immenses nids, uniquement avec les matériaux trouvés sur place, pour parler de la nature, pour faire comme la nature, en se disant l'artiste, je ne veux pas être un artiste qui détruit quelque chose, il laisse ça sur place, il va laisser la nature récupérer ses droits, recouvrir ça, l'abîmer, et ce qui restera de l'œuvre d'art, c'est une photographie. Donc l'œuvre d'art n'est pas vue en tant qu'objet qu'on va mettre dans un musée, mais on va regarder les photos qui vont être exposées et qui sont le reste d'un geste. Très souvent, on va être dans un geste artistique. Et dans ce qui est une attitude artistique. Il y a eu dans les années 69 une exposition très importante qui s'appelait « Quand les attitudes deviennent formes ». C'est une exposition d'un conservateur suisse qui a exposé, l'exposition se passait en Suisse, je crois que c'était à Berne, je ne sais plus.
de Harald Zeeman, qui est un conservateur d'art contemporain, et qui a théorisé, il a exposé 69 artistes, dont des langues d'artistes qui montraient leurs photos en disant voilà, l'art contemporain, ce sont les attitudes, les intentions qui deviennent la forme quand ils vont jusqu'à donner forme à l'œuvre. Alors, Udo va réaliser aussi des très petites choses. Ça, c'est de la fougère, arrangée de manière décorative, photographiée. Au premier coup de vent, ça va partir parce qu'il ne fixe rien. L'idée, c'est simplement d'installer, de faire quelque chose de poétique qui rappelle le rapport de l'homme à la nature, parce que le rapport de l'homme à la nature fait partie de nos préoccupations contemporaines. Donc, c'est une préoccupation. On a un autre artiste américain qui, lui, installe des observatoires. Et là, c'est dans le désert d'Arizona, je crois, que James Turrell installe une sorte de... Il a acheté un volcan, en fait. Et il a installé un observatoire où vous pouvez vous poser pour regarder le spectacle que nous offre la nature à travers un œil fait par l'artiste et qui va permettre d'être sensible au changement de lumière, au changement d'ambiance. Turrell travaille, il a intégré dans ses matériaux, puisque les matériaux de l'art ont changé, il a intégré dans ses matériaux la lumière, l'air, le son, la position du spectateur à l'intérieur de l'espace. Ce sont des gens qui travaillent souvent avec l'espace, en ayant élargi l'espace de l'œuvre à des espaces nouveaux, extérieurs aux galeries, extérieurs à la toile, à la sculpture. Olafur Eliasson, vous avez peut-être pu voir de ses œuvres si vous êtes allé à la fondation Vuitton, où il avait installé des œuvres lumineuses. Il travaille sur la lumière et la couleur. Là, ce sont des photos qui sont faites à un moment donné de jets d'eau qui, grâce au stroboscope, vont créer des formes qui obéissent aux lois de la physique et que l'artiste va fixer. Donc il ne va pas créer lui-même la forme, il va fixer des formes existantes avec une part d'aléatoire. Et il va beaucoup travailler sur les éléments. Tous ces gens-là travaillent beaucoup avec l'immatériel, sur le matériel et l'immatériel, sur ce qui dure et sur ce qui s'efface, sur des matériaux nouveaux, hein, les matériaux de la nature, mais aussi le brouillard, la couleur, l'ombre, la lumière, le son. Ils vont travailler sur l'échelle, votre rapport de spectateur. Hein, l'équation, c'était œuvre, spectateur, que j'ai mis encore, j'ai oublié, je vais le retrouver, les 4 termes de l'équation. Le spectateur ici, il est tout petit. Regardez les lattes du parquet de la Fondation Cartier. C'est une sculpture d'un artiste sud-africain, Remuec, qui fait soit des sculptures très petites, soit très grandes, et qui sont bouleversantes, parce qu'elles sont hyper réalistes. Et quand vous êtes à côté, c'est quelque chose qui trouble la perception. Souvent, l'art contemporain va chercher à troubler la perception du spectateur pour le rendre sensible. Et dans le trouble, il y a des troubles dérangeants, il y a des troubles qui font du bien. À vous de choisir après. Il y a par exemple le trouble de Shiota Shiharu. Elle travaille, ce que vous voyez là, ce sont des réseaux de fils qui enferment des objets. Et quand vous passez dans les espaces qu'elle a arrangés, vous êtes à la fois dans l'espace, vous avez l'impression de pouvoir traverser, mais vous êtes à l'extérieur, parce que le réseau de fils vous laisse extérieur. Et ça noie, comme si c'était un crayonnage, ça noie les formes de l'objet comme si c'était un dessin sur une chaise. En réalité, c'est une vraie chaise enfermée. Trouble de la perception de l'équilibre, des lois de la physique. Cornelia Conrads, à Chaumont-sur-Loire, dans le parc du château, il y a une installation, c'est des systèmes de fils, elle joue avec les lois de la gravité, elle va tricher avec la physique. Donc, une exploration des limites de notre perception, ça va souvent être ça. Quand ils décident de travailler sur la perception, mais ils peuvent travailler sur des perceptions qui donnent énormément de poésie en reprenant quelque chose qui vient de l'histoire de l'art. On a représenté le ciel avec des nuages. Si on a regardé la peinture de Poussin, on a été fasciné par le nuage chez Poussin. Bernard Smilde, c'est un Néerlandais qui a inventé une matière. Comme je dis, il y a souvent des liens entre art et science. Une matière, il crée du nuage. Ce n'est pas du nuage peint. Le nuage est réellement suspendu dans l'espace. Vous passez dans l'escalier, vous avez le nuage au-dessus de votre tête, vous êtes à l'intérieur, il y a un nuage à l'intérieur, un nuage intérieur à l'espace. C'est joli. Le nuage dans un atelier, donc il est là, il plane un certain temps, et il va garder la photo de cet instant. Donc, soit l'œuvre est pérenne, soit elle est éphémère, soit c'est un matériau inattendu, ou soit c'est un matériau attendu, utilisé de manière non conventionnelle. Ce sont souvent des chercheurs qui vont s'associer avec des scientifiques, parce que ça, pour le faire, il faut travailler avec des physiciens, avec des chimistes. Il y a des questions d'équilibre, des questions de solidité, des questions de reproduction, de conservation. Les conservateurs s'arrachent les cheveux depuis que l'art contemporain a intégré toutes les matières
possibles et imaginables, les matières corporelles, les matières naturelles, les polymères, etc. Les œuvres contemporaines posent un vrai défi aux restaurateurs et on est très à la pointe en France. On a un laboratoire qui utilise les connaissances sur l'atome, qui travaille sur la conservation des bois flottés des uns et des autres, des nuages de certains, du tissu plus ou moins bien traité, parce que c'est l'idée qui compte, donc le matériau parfois ne va pas tout à fait suivre la conservation. Je regarde si j'ai encore un peu de temps. C'est bon? Voilà. J'ai le temps de tout vous montrer parce que je voudrais aller jusqu'au bout de mes images. Je vais un peu vite, mais pour avoir le temps de discuter avec vous aussi, on pourra revenir sur certaines. Donc là, j'ai essayé de voir l'équation œuvre, matériaux, spectateurs. Et il y a une catégorie d'œuvres qui va essayer de faire intervenir le spectateur, non pas seulement comme dans une contemplation, dans une appréciation esthétique ou pas esthétique de ce qui est produit, mais il va le faire participer à la construction de l'œuvre. On a déjà vu que certains donnent des protocoles pour que l'œuvre soit réalisée par d'autres. Mais il y en a d'autres qui vont décider de créer ce qu'un des théoriciens de l'art contemporain, qui est Nicolas Bourriaud, qui a été à un moment donné à la direction du Palais de Tokyo, Nicolas Bourriaud appelle l'art relationnel ou l'esthétique relationnelle. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est une conception de l'art où il y a coproduction avec les spectateurs d'un moment qui est considéré comme de l'art. L'art relationnel part du principe que notre époque de communication, où on a l'impression d'être dans une époque de communication, en fait, ne fait pas tant que ça communiquer les gens, ne fait pas tant que ça partager des moments aux gens, et considère qu'une des fonctions de l'art est la rencontre. La rencontre entre les gens qui ont des idées et les gens qui viennent partager ces idées. Et une des positions extrêmes par rapport à cette rencontre, c'est de créer des événements dans lesquels les participants sont co-fabricants de l'œuvre. Alors, ça date d'il y a bien plus longtemps que cette performance ou cet événement qui était au Grand Palais. Alors, Soupe, ça date de quand que je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il l'a fait. Je n'ai pas mis la date de Soupe. C'est récent, c'était il y a quelques années. Rirkrit Tiravania, et je crois vietnamien. Et donc, il a réalisé pendant 12 heures au Grand Palais une soupe. Il a fait la cuisine tout simplement pour l'offrir, et donc le repas lui-même était l'événement artistique sous la voûte du Grand Palais, dans un lieu artistique, et le spectateur public, en tant que consommateur, participait à l'œuvre d'art dans sa conception. Ça a été relativement critiqué parce que, par exemple, quand on a parlé, il y a eu quelques articles dans la presse, je ne sais plus dans quel média j'ai récupéré ça, où on voit donc Rirkrit servir la soupe, et où il dit voilà, le Grand Palais s'est transformé en cantine pour servir la soupe, sur le principe que l'art est une rencontre. Mais comme ça reste dans le petit champ de l'art contemporain et communiqué à des gens qui sont dans le périmètre, la fonction sociale de cette rencontre reste dans le petit périmètre de l'art et ne touche pas le social sur lequel cet art contemporain voudrait avoir une action. Je vous livre cette réflexion, je pense que ce sont des choses intéressantes à considérer. Pour ces pratiques-là, parfois, ces pratiques relationnelles vont aller de manière plus profonde interpeller les gens dans leur mémoire, leurs souvenirs, comme ici une œuvre, alors j'oublie les noms des gens, une œuvre de Paul Cummins et Tom Piper, qui, alors ça a été fait, là vous voyez un détail, ce sont des coquelicots en céramique qui ont été fabriqués par les deux artistes. Un des artistes est céramiste et l'autre est designer et metteur en scène, et ils ont installé à une date anniversaire autour de la Tour de Londres 888 246 coquelicots en céramique. Mais ce ne sont pas eux qui les ont installés. Ils ont demandé à chaque personne qui a acheté une fleur, c'était pas très cher, de la planter dans les fossés de la Tour de Londres pour matérialiser, parce que c'est l'anniversaire de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne dans la guerre de 14. Le nombre de victimes, c'est 888 246 personnes. Et il s'est agi donc, en faisant participer les gens, de se souvenir et de créer le sang et la mémoire grâce à un coquelicot par personne qui va rappeler ce moment fort de l'histoire
chargé de mémoire. Et tout Britannique, tout enfant britannique apprend une chanson où le coquelicot, comment on dit coquelicot, poppy, où the poppies, c'est la mémoire du sang tombé dans les champs de bataille, dans les Flandres. Et donc, tout petit Britannique, quand il est petit, a appris cette chanson et les gens sont venus en masse, chacun, donc il y avait effectivement le nombre de coquelicots. Et si vous regardez bien, on a le son qui descend, alors ça a été installé par les artistes, le flot qui descend par l'ouverture dans la muraille. Et en 2014, donc en août 2014, ça a duré un certain nombre de jours jusqu'à ce que tous les coquelicots soient plantés. Donc chacun venait planter la fleur qu'il avait achetée, c'est totalement autofinancé. Et le coût de l'opération, enfin ce qui a été récupéré par l'opération, est reversé à 6 associations caritatives qui sont en relation avec l'événement de la guerre de 14, pour que l'art ait un poids autre que simplement symbolique, et ait quelque chose d'efficace, à la fois au niveau esthétique et à la fois au niveau, je dirais, essentiel de la vie des gens. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver sur le site qui poursuit l'action, Where are the puppies now? Il y a un suivi, vous pouvez, alors moi j'ai pas la carte, dans le monde entier, on peut repérer où ces puppies sont allés, où les gens les ont mis, où ils sont installés ponctuellement dans une nouvelle installation pour rappeler la mémoire, et on peut continuer l'action, le souvenir grâce à cette action-là. On a un artiste contemporain qui travaille beaucoup sur la mémoire, c'est Christian Boltanski. Vous avez peut-être vu ses installations qui travaillent sur des moments sombres de notre histoire, pour, à travers les objets, à travers l'idée, à travers l'installation, réveiller ou faire réagir ou faire participer. Alors, quand on est dans une installation de Boltanski, on n'est pas actif, on ne plante pas l'œuvre. Là, ils sont vraiment actifs, ils continuent et ils suivent, ils disent après où est le puppy, etc. Voilà. Et une dernière phase, dernière limite à explorer, c'est, je vais vous parler d'une œuvre de quelqu'un qui est un peu particulier. Dans mon équation, il y avait aussi discours. Il y avait objet, processus, spectateur, espace, je crois, et discours. Dans l'art contemporain, le discours qui accompagne l'œuvre est important. Si je vous avais montré tout seul les coquelicots autour de la Tour de Londres, peut-être vous auriez fait des hypothèses sur le pourquoi du comment, mais il y a besoin d'un accompagnement. Si je vous montre la soupe de Rikrit, pareil, vous avez besoin d'un accompagnement par le discours. L'art contemporain a besoin à intégrer dans son processus le discours. Parce qu'en fait, le discours, on en a toujours eu besoin dans les œuvres d'art. Par le passé aussi, si vous regardez des œuvres qui sont au Louvre, une bonne partie d'entre elles, on a l'impression de les comprendre parce qu'on reconnaît ce qui est représenté, mais en réalité, il nous manque énormément d'éléments, souvent, pour comprendre les intentions de l'artiste, ce que ça réveillait comme mémoire ou comme expérience des personnes de l'époque. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau dans l'art contemporain, c'est que le discours fait partie de l'œuvre. Les mots font partie de l'œuvre en tant que vraiment composante plastique, de la même manière que la couleur, le matériau. Et là, on a l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Roman Opalka. Roman Opalka a décidé un jour, qu'il appelle le jour 1, que son œuvre artistique, ça allait être d'écrire sur des formats. Il faut juste que je me rappelle le format exactement. Il est parti de ce qu'on appelle le minimalisme, donc des œuvres minimales qui travaillent uniquement sur un carré blanc, sur un fond, des choses vraiment. L'œuvre minimaliste, c'est less is more, c'est-à-dire le minimum d'action, moins c'est plus. Voilà. Et lui est parti de là, il a créé une démarche qui est à partir de 1965, il a ce qu'il dit sa proposition fondamentale. Et je vais vous le lire, en fait ce sera mieux. Ma proposition fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de travail, enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sur sa définition. Quand vous voyez ça, c'est difficile de dire que ça travaille sur le temps et la définition. On a vraiment besoin du discours. Pourquoi on en a besoin? Je vais vous dire un peu plus. Une seule date, 1965, celle à laquelle j'ai entrepris mon premier détail. Il appelle chaque œuvre un détail. Donc là, le détail d'un détail. Chaque détail appartient à une totalité, désignée par cette date, 1965, qui ouvre le signe de l'infini, puisque son œuvre ne se terminera qu'avec sa disparition.
et par le premier et le dernier nombre portés sur la toile. Donc dans un détail, vous avez le premier nombre, ici peut-être 335 028, et le dernier de la toile. C'est ce qui donne le nom de la toile. Et les toiles font 196 sur 135 cm, je ne sais pas pourquoi, qu'il va peindre à la main au pinceau à la peinture blanche. Et à partir de 1972, il rajoute sur le fond, dans la peinture qui fait le fond, qui est d'abord noir, il va rajouter 1% de blanc supplémentaire pour que progressivement arrive le moment où il peindra blanc sur blanc, c'est-à-dire où son geste disparaîtra. Il sera assez vieux pour disparaître, il aura passé le temps, il disparaîtra, il s'effacera. Non seulement quand il a fait ce travail-là, donc comprendre pourquoi il travaille sur le temps en voyant ça, on peut dire il compte, d'accord, donc sa seule pratique c'est 5 heures ou quelques heures par jour de se mettre devant sa toile et de décrire ses nombres, en commençant du premier à la fin et après il a fini son travail de la journée. On peut dire que c'est obsessionnel, on a le droit, et son travail c'est d'essayer de matérialiser ou de retenir ou de laisser s'échapper, selon ce qu'on imagine, le temps qui passe et qui marque l'individu. Donc il va en plus, pendant qu'il peint, il s'enregistre en train de dire les nombres qu'il peint, et après il prend une photo de lui sur un fond blanc, et entre la première photo de 1965 et la dernière, j'ai pas la dernière avant sa disparition, j'ai trouvé que c'était trop morbide, la dernière avant sa disparition, il est très ridé, le fond blanc est toujours aussi blanc, ses cheveux sont très blancs, il s'efface sur le fond, et il s'efface comme les chiffres sur sa toile, et il est décédé d'ailleurs, donc il est décédé, il s'est effacé, il reste cet effacement progressif d'une existence humaine. On voit, c'est le projet de sa vie, c'est son projet de peintre, c'est pas son intériorité qu'il peint, c'est pas sa subjectivité, c'est pas son amour du paysage, c'est quelque chose qui pour lui est essentiel, et dont il s'autorise la production en trouvant ça important, parce que dans le champ artistique, tel qu'il est configuré par rapport à la conception de l'art contemporain, c'est quelque chose qui est possible. Donc l'art contemporain est un champ de possibles, c'est essentiellement ça, qui peut s'approprier tous les matériaux, tous les espaces, toutes les formes. Il peut parfois aller très loin, voire trop loin, en fonction de notre position personnelle. J'ai essayé de vous en montrer l'amplitude. J'espère vous en avoir montré également la poésie potentielle, l'intérêt de rentrer dans les démarches de ces gens-là, qu'on les partage ou pas, sur des productions intellectuelles et sensibles parfois uniquement intellectuelles, parfois uniquement sensibles, en tout cas existentielles, d'individus de notre époque qui ont choisi ce moyen-là pour donner forme à leur pensée. C'est un moyen qui coexiste avec d'autres. Donc on va pouvoir s'y intéresser, on va pouvoir trouver des champs qui sont plus intéressants, qui correspondent plus à son rapport à la production d'art. Ça a le nom d'art, ce sera peut-être ouvert à la discussion après. Moi j'ai fini ma petite présentation, je crois. J'ajouterai à la bibliographie qui est sur le site, si vous voulez, quelques ouvrages dont j'ai un peu parlé et qui donnent des positions, certaines critiques et d'autres dont j'ai parlé, donc Nathalie Hennig, le paradigme de l'art contemporain, sur lequel je me suis beaucoup appuyée parce que je partage absolument son point de vue, donc vous trouverez des concordances, sauf qu'elle est sociologue, elle est moins dans l'esthétique, elle ne présente pas d'exemple, c'est un texte, si vous avez envie de prolonger la réflexion. C'est un texte très intéressant. Et l'élite artiste explique ce que j'expliquais en entrée de jeu, c'est-à-dire comment on est passé de l'artiste classique à l'artiste contemporain, comment le régime de singularité s'est installé. Je vous remercie d'avoir... Je ne saurais pas forcément répondre à tout, mais je vais essayer. Des questions, des réactions, des points de vue. Je vais éteindre ça. On va encore par là-bas, pour que le micro ne donne pas trop. D'abord, merci à vous pour cet exposé vraiment très clair et très intéressant, d'une manière très intéressante de aborder l'art contemporain. Donc moi, je m'intéresse à l'art contemporain depuis plusieurs années. Et je voulais rebondir un petit peu sur une de vos dernières remarques qui concerne donc l'importance du discours. Et effectivement, quand je vais dans des expositions d'art contemporain, je passe beaucoup de temps à lire effectivement entre guillemets, le décodage de l'œuvre.
Et c'est vrai que, enfin, j'essaie d'abord d'aborder l'œuvre comme ça, avec un œil naïf. Et puis après, ben, voilà, on découvre, alors on peut imaginer des tonnes de choses, et après on découvre vraiment, en lisant le cartel, la démarche de l'artiste, et ça ouvre des champs effectivement absolument incroyables. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allée, je crois que c'était au musée d'art contemporain de Strasbourg avec une amie, et là il y avait des jeunes artistes un petit peu de l'Europe, je crois, qui exposaient. Et il y avait quelques œuvres qui, justement, on cherchait le cartel, alors on voyait le nom de l'artiste, mais il n'y avait aucune explication sur l'œuvre. Et en fait, ça nous a, enfin moi en tout cas, ça m'a manqué, parce que j'avais pas de décodage. Et du coup, il y avait des jeunes qui étaient là. Donc souvent, quand on demande aux gens qui sont dans les salles d'art contemporain, souvent, ils connaissent vraiment bien, et j'engage un peu tout le monde, si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à poser des questions aux gens qui sont autour des œuvres, des gens du musée, hein, parce que souvent, ils apportent beaucoup d'éclairage sur l'artiste et sur l'œuvre de l'artiste. Et là, la jeune personne nous a dit que c'était un choix de l'artiste de ne pas mettre son discours. C'est-à-dire que son œuvre, au final, c'est lui qui avait choisi que le spectateur la comprenne ou la comprenne pas, ou la comprenne d'une certaine façon, peut-être pas la façon dont lui l'a conçue. Et j'avoue avoir été un peu déstabilisée par cette démarche de l'artiste. Il y a une bonne partie, enfin il y a des parties de l'art contemporain qui sont faites pour vous déstabiliser. Parce qu'il y a ce besoin d'émerger. Il y a une production absolument incroyable d'art. Il y a une mondialisation de l'art. Il y a une production... c'est pléthorique. Donc, il y a dans l'inconscient peut-être des artistes aussi dans le besoin de provoquer, le besoin d'être singularisé, de continuer d'être quelqu'un qui va être remarqué. Mais il y a aussi parfois un parti pris qui est de dire j'ai pas envie de parler de ce que j'ai fait, j'ai envie justement d'ouvrir un champ à l'interprétation parce qu'une image, un son, une couleur, après tout c'est un espace de projection. Et quand je mets trois choses ensemble, c'est quelque chose d'ouvert. Umberto Eco a écrit un livre qui s'appelle L'œuvre ouverte, qui explique assez bien comment en musique aussi ou en littérature, les artistes, les contemporains travaillent sur l'ouverture à l'interprétation comme un espace de liberté du spectateur. C'est-à-dire, on peut se dire qu'on a besoin que l'artiste nous dise qu'est-ce qu'il faut voir, mais on peut aussi se dire je m'autorise à imaginer, à faire des hypothèses. Et donc, il joue à la fois sur la déception. Une partie de la manière de faire réagir, c'est de décevoir, de faire réagir. Et parfois, c'est de décevoir en faisant des choses moches délibérément, des choses incompréhensibles délibérément. Il y a une volonté, toujours dans ce jeu avec les limites, d'être provocateur. Et parfois, la provocation peut vraiment être... pour vous faire partir en claquant la porte. Moi, je fais souvent des visites d'art contemporain avec des gens que j'emmène, et puis souvent, parfois, ils sont en colère, parce qu'ils sont frustrés, et que l'artiste joue sur la frustration. Et Anne Coquelin, dans son précis d'art contemporain, dit pourquoi l'art contemporain est déceptif, et joue sur cette déception. Et c'est vrai que ça peut être agaçant, ça peut être frustrant. Donc, après, c'est intéressant de me demander pourquoi suis-je frustrée, pourquoi j'ai besoin qu'on m'explique. Est-ce que je m'autorise à me dire j'aime cette texture, j'aime ce son, j'aime cet espace. De la même manière que quand je vais dans une boutique de design, je trouve un fauteuil beau et l'autre pas beau, confortable ou pas confortable. Après tout, je peux m'autoriser avec l'art la même liberté. J'ai à la fois besoin qu'on m'explique, qu'on m'éduque, qu'on me dise quel est le périmètre dans lequel ces gens-là travaillent, ça je crois que c'est important. Et une fois qu'on a compris le périmètre, mais s'ils me donnent une liberté, si ça les amuse de me la donner, pourquoi j'en profiterai pas? Mais c'est vrai, ça peut être déboussolant. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez occulté Cloaca de Wim Delvoye? J'ai occulté tellement plus de choses encore de Wim Delvoye. C'est son œuvre majeure. Il y a Cloaca, il y a aussi les radiographies, les X-rays avec Ceci n'est pas une pipe qui est en radiographie. Il y a énormément de choses. Le Cloaca, c'est vrai, j'avais prévu d'en parler, mais j'avais pas la diapo. Il fallait beaucoup d'explications et j'étais dans une économie de temps. Et je voulais montrer certaines limites par rapport aux bonnes mœurs, pas forcément expliquer son travail de manière détaillée. Moi, j'aime beaucoup le travail de Wim Delvoye. Et effectivement, Cloaca est un coup de poing par rapport au bon goût. Dans le bon goût, le mauvais goût, dans les choses qu'il a travaillé. Alors, Cloaca, c'est une machine à digérer et le fruit de notre digestion termine dans un cloaque et donc c'est une machine à digérer qui produit effectivement ce que vous jetez normalement en tirant la chasse d'eau. Et donc il va travailler sur... derrière il y a aussi un discours sur qu'est-ce que l'art. En fait,
quand il fait Cloaca, c'est une réaction au discours sur l'art contemporain qui, dans certains cas, vont dire tout l'art contemporain est bon à jeter. Là, je reste poli parce que de manière plus directe, je pourrais dire autrement. Et donc, il va réagir avec ça, il va jouer avec ça. Et il fait référence aussi à un autre artiste italien lui, Manzoni, qui a à un moment donné fait une boîte de conserve sur laquelle il a mis une étiquette où il a écrit « Mère de l'artiste ». Pour dire voilà, tout ce que je produis est de l'art. C'est les états extrêmes de l'après du chant, mais Delvoye est plus subtil, je trouve, dans le mélange des mondes et dans la provocation. Maintenant, il va très loin. Moi, par exemple, avec les étudiants, professeurs des écoles, j'évite de montrer Cloaca. Ça me demanderait de passer tellement de temps à expliquer l'art contemporain avant. Je pense qu'on peut comprendre les clés de l'art contemporain sans forcément totalement défriser tout le monde. Surtout qu'il y a des choses... J'ai essayé de faire un équilibre entre le poétique et le tripal, des choses qui montrent toutes ces dimensions, parce que c'est vraiment très très riche. Et j'avais un peu peur, à vrai dire, que le mettre à ce moment-là de l'exposé ferme les yeux sur ce qui allait suivre. Vous faites bien poser la question. Merci. Parce que le salami et le chorizo, déjà, c'est une mythe aussi. C'est le stade avant, oui, si tu veux. Question? Je vous ai... Non. C'est lui qui dit. Non. Il y a une main levée. Là, brusquement, il y a 3 mains, donc ça va. Vous allez voir les passer. Du coup, j'avais une question, vous avez essayé de faire le chant. Oui. Du coup, un peu la sujet deuxième. Oui. Et du coup, ce qui caractérise quand même le chant, c'est qu'il y a un sens de validation qui permet d'expliquer qui rentre, qui est à l'extérieur du chant. C'est exactement ça. Et du coup, en même temps, vous parliez du caractère de plus en plus autodéfini de la profession d'artiste. Et donc, du coup, à votre avis, est-ce que vous pouvez aussi un peu nous éclairer, à quel niveau se place du coup l'instance de validation dans l'art contemporain en fait? Parce que du coup, on a l'impression que, on parlait tout à l'heure du salon, vous avez rapidement évoqué le salon, les salons des refusés, qui en fait valide sur des critères qui sont très formels. Et en fait, du coup, je pense aussi un certain malaise qui peut parfois s'installer, ça tient en fait les gens qu'on se met à identifier, un certain nombre de critères qui sont là, peut-être revenir plus dessus. Oui, alors c'est sciemment que j'ai employé le terme de chant, parce qu'effectivement, c'en est un. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit sur le droit d'entrée dans le champ de l'art contemporain, mais j'ai oublié son nom, un sociologue et sociologue de l'art. C'est dans tout champ, il y a des validations, donc je disais ce qui est accepté. Ce qu'on considère pouvoir être accepté, ces règles se définissent par les revues d'art, les critiques d'art, les institutions qui exposent. Là où c'est complexe, c'est qu'on a la mémoire dans le champ artistique, on a la mémoire d'avoir par le passé loupé des artistes en les reconnaissant trop tard. Et donc la validation à l'intérieur du champ artistique, le changement de règles se fait avec une crainte de rater quelque chose parce qu'on fermerait, on établirait des conventions, et on va donc avoir comme première règle dite à l'extérieur que tout est possible. En réalité, les règles à l'intérieur du champ de l'art sont redéfinies comme à l'intérieur de chaque champ, par les dominants à l'intérieur du champ. Parce qu'à l'intérieur du champ, vous avez des gens qui ont des positions dominantes et des gens qui suivent. On peut contester à l'intérieur d'un champ à condition de ne pas casser la logique du champ. Ça, c'est, si vous avez lu Bourdieu, c'est effectivement cette mécanique du champ qui est quelque chose, une dynamique. Donc, les règles se reconduisent, c'est par tacite acceptation, et par tacite acceptation, elles bougent, c'est une dynamique, pour éviter que trop de gens entrent dans le champ, disons compris les règles se redéfinissent pour exclure, pour conserver un marché et un champ qui n'accepte pas tout le monde. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est dur d'expliquer ça tout de suite. Mais les règles donc elles sont instaurées par les conservateurs, les commissaires d'expo, les gens qui théorisent l'art et qui valorisent des choses en se disant ça c'est quelque chose, si je le comprends bien, c'est une tendance qui va être intéressante et qui va être vue et appréciée au sein du microcosme. C'est un microcosme, le champ de l'art contemporain serré sur les gens qui ont pignon sur rue, parce qu'il y a plein d'autres gens qui produisent, qui ne seront jamais artistes, qui ne vivront jamais de leur art. Mais voilà. Et donc, dans les revues, il y a des tendances qui vont valoriser
une pratique ou une autre, qui vont redéfinir les règles, ringardiser certaines choses, en mettre d'autres en avant, etc. L'esthétique relationnelle, elle a été par exemple posée, théorisée par Nicolas Bourriaud au moment où il était avec son acolyte directeur du ballet de Tokyo, comme quelque chose, il s'est dépêché de publier 2 livres où il a expliqué l'esthétique relationnelle, et ça a étayé des pratiques d'artistes qui ensuite se sont multipliées. À force de se multiplier, il y a une banalisation de l'esthétique relationnelle et il y a besoin de nouveautés. La nouveauté qui apparaît va trouver quelqu'un qui va dire « Oh oui, ça c'est intéressant », il va écrire, il va valider, et comme ça les choses continuent d'évoluer. Mais c'est complexe parce que ça fait intervenir le marché, donc l'économique, ça fait intervenir des rapports de pouvoir, ça fait intervenir les écoles où on forme les artistes, ça fait intervenir tellement d'étages que c'est soit tout seul un sujet de thèse. Voilà. Mais il y a de quoi réfléchir à ça avec quelques ouvrages, je pourrais les retrouver éventuellement si ça vous intéresse pour vous donner des pistes. Il y a des règles non dites comme dans n'importe quel champ, mais que les gens respectent. Il y a des règles qu'on ne comprend qu'après les avoir enfreintes, comme dans tous les champs. C'est complexe. Merci. Moi, ma réflexion, c'est pourquoi toujours ce divorce en fait, entre l'art contemporain et le spectateur, en fait, qui reste encore très présent. Voilà, parce que y a plusieurs raisons, mais il y en a une que moi je fréquente beaucoup quand je fais de la formation de mes futurs profs, par exemple. On arrive, que ce soit dans un musée, dans un concert, on arrive avec des attentes. Elles sont construites par une expérience. L'expérience crée du plaisir. Il y a différents types de plaisir dans l'appréciation de l'art. Il y a un plaisir de retrouver une sensation colorée, des formes, des choses qu'on connaît, où on se sent à l'aise. Ce côté provocateur, toujours innovant dans ses formes, avec un discours qu'il faut construire, qu'il faut lire. Il y a une approche qui est difficile parfois de certaines œuvres, qui fait que parfois c'est juste fatigant d'aller voir une exposition d'art contemporain avec des vidéos qui durent 1 heure où on voit quelqu'un s'asseoir, se lever, se coucher, s'asseoir, se lever. Des expériences artistiques qui sont intéressantes pour l'artiste, mais qui ne deviennent intéressantes que pour le spectateur, c'est que s'il approfondit son approche de l'œuvre. L'art contemporain se donne souvent pas à voir tout de suite. Donc la déception, le plaisir d'être en communion avec l'œuvre, et puis un plaisir esthétique, de reconnaître, de savoir, est constamment déçu. Et il y a ensuite notre idée de ce que c'est que l'art, qui est construite depuis très longtemps comme quelque chose avec un très grand A. Et ces gens-là qui disent que rentrent dans l'art des œuvres que je peux faire moi-même, que je ne fais peut-être même pas, que je fais faire par d'autres, que, bon, je l'entends, mais y compris sur les artistes modernes, hein, en disant, oui, mais enfin bon, il ne sait pas dessiner. Ils ont abandonné la notion de savoir-faire telle qu'elle était traditionnellement construite, au profit d'une technicité parfois très grande, parce que Wim Delvoye, avant de faire ses bétonnières, hein, il y a du savoir-faire. Il y a un savoir-faire, il est déplacé. Ce n'est pas le savoir de l'artiste classique et moderne. Donc, le plaisir de l'excellence dans le geste, dans la précision de la ressemblance, dans la représentation. Ils ont aussi abandonné une partie de la représentation. On aime les images, on aime voir un portrait, on aime voir quelque chose qui représente quelqu'un qu'on aime, voilà. Donc, et on porte tout ça en nous. Donc selon qu'on contrôle la réaction, c'est-à-dire qu'on intellectualise, qu'on fasse l'effort de se dire qu'est-ce qu'il a voulu faire, pourquoi c'est peut-être intéressant ce qu'il a fait, pourquoi ça me touche quelque part, où j'attendais pas à être touchée, là on va pouvoir rentrer dans le discours. Mais il faut avoir envie de rentrer dans le discours, alors que les autres donnent l'illusion de pouvoir rentrer dedans plus facilement. Mais on va retrouver, moi je suis mélomane mais pas musicienne, un musicien qui parle de musique contemporaine et de musique classique, il va vous dire aussi le caractère déceptif des recherches de l'IRCAM, c'est exactement c'est le même problème, c'est de ne pas vous faire plaisir tout de suite. C'est de vous demander un effort. C'est quand même un monde. Moi, effectivement, je peux m'attendre quand je rentre dans un musée à ce que l'œuvre aille vers moi. Elles vont parfois vers moi, mais pour m'agresser, ou pour me déranger, ou pour me déstabiliser, ou pour me montrer quelque chose que je n'ai pas envie de voir. Donc tout ça, ça peut fâcher. Ensuite, quand Buren va dans la cour du Palais Royal et intervient dans un lieu de patrimoine, un lieu patrimonial, et on connaît notre attachement
à l'histoire et au patrimoine qui est marqué par le temps, il trouble ma perception du lieu, il me dérange, il casse quelque chose que j'aime, il intervient. Donc il y a des pour et des contre. Combien j'ai vu de gens au début des colonnes de Buren venir promener leur chien et s'arranger pour qu'il aille lever la patte le long de la colonne, histoire de manifester d'une manière ou d'une autre mon désaccord. C'est quelque chose qui cherche la polémique et qui l'obtient, effectivement. De même que toute théorie sur quelque chose qu'on vit aujourd'hui. En plus, il n'y a pas le recul historique encore, il n'y a pas le tri. Donc on va trouver beaucoup de choses. Il y a aussi des choses de qualité et des choses qui n'en ont aucune. Comme dans n'importe quelle expression artistique, il y a des choses qui ne valent pas la peine dans l'art contemporain. Comme il y a de la littérature moins intéressante que d'autres. Il y a à l'intérieur de la production contemporaine, dans cette masse de production, des choses qui sont vraiment intéressantes, qui valent la peine d'être regardées, d'autres non. C'est pour ça que d'avoir les clés est intéressant, parce que s'autoriser en voyant une expo en disant « ça c'est intéressant », et être d'accord, ou dire « ah non, là non, je suis pas d'accord, c'est pas intéressant, c'est banal, ça n'apporte rien, ça, ni à l'art, ni à ma conception du monde, ni à ma conception du temps, etc. » On peut à ce moment-là avoir un avis autorisé, mais il y a une approche, il faut avoir le GPS pour arriver à y rentrer, voilà, pour y circuler. Ouais. Il y avait des... Est-ce qu'en général, les artistes contemporains dont je vais parler sont passés par une formation qualifiée d'académique, ou est-ce que d'entrée de jeu, ils sont peut-être certains des autodidactes qui ont débuté dans une démarche provocatrice On trouve de tout. Oui. On trouve vraiment de tout. On va trouver des gens qui sont passés d'une carrière de scientifique dans un labo à la production artistique. On va trouver quelqu'un qui est passé par les beaux-arts dans la version la plus traditionnelle et qui a évolué vers une pratique de performance. On va trouver des gens qui viennent d'un métier, qui sont profs et qui décident à un moment donné, j'ai quelque chose à dire avec ces pratiques-là. Il y a quand même une majorité de gens qui sont passés par des écoles d'art, et les écoles d'art actuellement enseignent l'art contemporain, pour la plupart. Sauf si vous êtes en art appliqué, et que vous choisissez donc des voies de formation artistique qui sont dans les métiers. Mais sinon, vous êtes dans une école nationale d'art, dans le réseau des écoles nationales, les enseignants sont des artistes. Et très souvent, ils vont avoir un atelier où ils vont faire travailler sur un concept qui est le leur. Ils vont suivre Buren, Nils Soudo, que je vous ai montré. Ce sont des gens qui enseignent. Et Nils Soudo était aux Beaux-Arts de Paris assez longtemps pour avoir un atelier sur de sculpture, parce qu'il est sculpteur à l'origine. Lui, il a fait une école de Beaux-Arts en sculpture. Il est passé de la sculpture au land art. Et il a fait aussi des études de médecine avant de faire la sculpture. Donc on voit les perméabilités. Et ça joue aussi, je pense, dans les multimodalités qu'ils utilisent et dans l'habileté qu'ils ont à mêler les techniques. Je n'ai pas parlé, alors évidemment il y a des grands vides dans ce que je vous ai présenté, je n'ai pas parlé d'art vidéo. Dans les questions, je me suis demandé si je voulais intégrer, je voulais aussi réfléchir, mais un deuxième temps, sur comment l'art contemporain s'est ouvert aux femmes et comment elles ont trouvé un endroit où il était possible d'avoir une reconnaissance qui a été plus difficile à acquérir dans les autres expressions artistiques. Donc, je ne vais pas parler non plus de la difficulté de regarder l'art contemporain parce qu'il prend du temps. Comment les vidéastes et les cinéastes ont investi le champ de l'art contemporain, ou les scénographes. Donc des perméabilités entre des champs artistiques qui étaient bien délimités avant. Mais on va voir justement la scénographie. Donc là, les deux Anglais qui ont fait les Poppies, il y en a un qui était scénographe, l'autre céramiste, et ils ont fait cette installation. Le principe de l'installation, de l'in situ, du land art, tient du bricolage. Et donc on va pouvoir fabriquer assez facilement. Après, il faut respecter les lois de la physique, parce qu'une statue, une installation de land art qui s'écroule, ça peut faire vraiment des dégâts. Donc il faut une technicité très très grande pour faire ces œuvres-là. Et souvent, les gens vont travailler en collaboration. Ce qu'on voit moins, voilà, la tête d'affiche, mais la plupart des artistes contemporains travaillent avec des équipes. Sol Lewitt, il fait fabriquer, mais il a quand même une équipe derrière. Wim Delvoye a une équipe, et des relais, ils sont tous bien entourés. Jeff Koons a une équipe. Donc ils ont développé des concepts, des types d'art. Une des raisons aussi qui fait que parfois ça frotte avec le consommateur, c'est qu'on a l'impression qu'ils font les choses pour faire de l'argent.
Et donc il y a un soupçon, on les soupçonne d'escroquerie ou de fumisterie. Et une part de production artistique peut être effectivement la fumisterie. De la même manière que des artistes contemporains, classiques ont pu faire de la production au kilomètre. C'est pas la même chose, et c'est en même temps la même chose. Il y a un marché, il faut bien manger, il faut bien payer son matériel, il faut exister dans son métier. La partie commerciale existe vraiment. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de la galerie, du marché de l'art, ça tombe très bien dans ce cycle. Parce que c'est un versant très important. On n'est pas en dehors des contingences quand on est artiste, on est en plein dedans, il faut le matériel, ils ont besoin d'énormément de matériel. Neil Soudo, pour construire son nid, il a fallu des instruments de levage, il a fallu du matériel. Après, il fait aussi une feuille de châtaignier avec des petites corolles de campanule qui flottent sur l'eau, et c'est lui qui le fait tout seul, il prend une photo, tout seul comme un grand, et puis il le ramène dans l'atelier, dans le musée. Il y a toutes les dimensions, en fait. Donc, ils viennent d'un peu partout. Je voudrais savoir comment on peut enseigner l'art contemporain, tellement les démarches sont singulières, tout à fait individuelles, non vraiment transférables. Quand on prend l'art classique et l'art moderne, il y a tout de même un fond commun. Et même s'il y avait comme vous dites, des peintres qui peignaient au kilomètre, on pourrait tout de même distinguer, grâce à un fond commun, peut-être même de sujet, une certaine hiérarchie. Là, les démarches sont tellement individuelles, et en cela, votre exposé était très intéressant, parce que c'était des exemples un peu extrêmes. Donc ça balayait pas mal de choses. Mais du point de vue de l'art contemporain, on se demande comment, au sein d'une école, on peut enseigner l'art contemporain. Alors on enseigne comment faire un projet artistique, comment développer une intention. C'est effectivement assez conceptuel. Il y a aussi du travail de sculpture. Aux Beaux-Arts de Paris, vous avez un atelier de sculpture, vous avez un atelier de photo, vous avez des ateliers de gravure. Donc on apprend des techniques et parallèlement on apprend comment élaborer un projet qui est son projet de mise en forme d'une intention qu'on va développer par rapport à un sujet. Donc ça s'est déplacé au niveau des moyens, mais les questions, effectivement les questions ont bougé, ces questions contemporaines, mon rapport à la nature, on va les retrouver. Moi quand j'enseigne à mes futurs profs des écoles, je dis voilà, quelles sont les grandes questions qui traversent l'art et que les arts contemporains continuent de travailler, mais à travers des projets personnels. Il y a art et société, art et nature, art et espace. J'ai débranché ça. Au cas où. L'art et la technique, par exemple, ce sont des grandes questions sur lesquelles les artistes se sont posés, se sont interrogés, ils ont donné des formes qui étaient liées à ce qui était possible dans leur époque. Et effectivement, avec une transmission de savoir-faire et de modèles. Ce qui caractérise l'art depuis les modernes, c'est l'absence de modèles, puisqu'ils ont voulu rompre avec les modèles. Et cette rupture, elle est à un point tel que on se dit qu'il n'y a plus de modèles, mais en réalité, à l'intérieur de l'art contemporain, il y a de nouveaux académismes qui se créent. Il y a des modèles. Et quand si j'enseignais l'installation, j'aurais des modèles. Comment occuper l'espace, la circulation du spectateur, comment je pense la place du spectateur dans mon travail, ça sont des questions techniques, pratiques, elles se transmettent. Quand Buren enseigne, il enseigne aussi. Quand Udo enseigne, il enseigne sur le matériau, la sculpture. Qu'est-ce qu'une sculpture? Comment j'approche une sculpture archaïque? Comment j'approche une sculpture amérindienne? Et comment j'approche une sculpture de land art? Et qu'est-ce que c'est qu'une sculpture de land art? Qu'est-ce que c'est que le matériau brut? Quand Pennon enseignait, il a été aussi, je crois, à Paris, qu'est-ce que c'est que l'arte povera? Qu'est-ce que c'est qu'un matériau pauvre, un matériau riche? Ça, c'est des savoirs, ils se transmettent, et je ne peux pas les travailler n'importe comment, ces matériaux, quand même. Il y a beaucoup d'échecs. La chambre de cire, avant qu'il la fasse, live, il a dû en faire un paquet de tentatives avec la cire et chercher comment les anciens travaillent avec la cire. Et quand Goldsworthy se fait expliquer comment tailler un bloc de neige par des Inuits, il est dans la transmission. Donc elle se déplace. Mais c'est vrai que les modèles sont moins lisibles, moins visibles, ils existent cependant dans cette équation publique, œuvre, processus, le projet, les écrits, comment articuler tout ça. Dans les ateliers, il y a beaucoup de discussions. Mais il y en avait déjà, du temps où moi je faisais mes études, il y avait déjà beaucoup de discussions, on affichait notre boulot et on le défendait. Et quand on avait bien compris le jeu, on ramenait un petit truc et on essayait de faire passer une vessie pour l'inventaire pour avoir une bonne note. Je crois que l'art plastique fait des clins d'œil, il l'a vécu aussi. Parce que ce jeu du discours, il a double tranchant. Et c'est là-dessus qu'il y a un soupçon sur l'art contemporain, en disant ce n'est que le discours.
Voilà. Si ce n'est que du discours, ce sont des œuvres qu'on va oublier. Celles qu'on retient, c'est celles qui ont la mise en forme, le travail intellectuel et sensible, le discours, et qui disent quelque chose, parfois qu'on ne sait pas formuler en mots, mais qui touche la personne qui le fréquente. Quand je suis allée voir Boltanski, l'installation de Boltanski, il y a maintenant une bonne dizaine d'années au musée d'art moderne, c'est des tas de vêtements organisés, des tas de valises organisées. Et puis je suis retournée la voir 5 fois, j'ai emmené tous mes étudiants parce qu'il y a un truc qui marchait, quelque chose qui se passait. Et qui vraiment touchait à qu'est-ce que c'est qu'un vêtement quand il protège plus personne et que la personne qui a été dedans a vécu quelque chose qui est insupportable et qu'on n'a plus que le vêtement. L'installation, elle a été faite de telle manière à ce qu'elle reste dans la tête quand on en est sorti. C'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pour ça qu'il y a des artistes qui vont durer, Boltanski, Messager, etc. sont des gens qui durent. Et puis il y en a qui font l'installation qu'on aura oublié demain parce qu'ils ont cherché, mais ils n'ont pas complètement trouvé le lien avec le spectateur, la logique de leur projet. Donc c'est vraiment l'élaboration du projet commencé. Et c'est complexe, hein, et puis on s'engueule de temps en temps sur la valeur d'un projet. Oui. Alors il y a une dématérialisation. Il y a une dématérialisation de l'œuvre. Dites-le parce que je crois que ça va intéresser tout le monde. Les artistes sont Oui. Prenez le micro. On n'a pas entendu. Ils n'ont pas entendu le début, ils sont frustrés. Allez-y. Ça marche. Ça marche, d'accord. Dans leur projet, moins d'œuvres. Oui. Par beaucoup de processus et de projet. Ouais. Parce qu'il y a des participations, travail, association sur le concept, et que l'œuvre d'art, on pouvait la concevoir auparavant, n'a pas disparu. On a laissé place à des projets. Oui. Et justement, c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'appels à projets, les artistes participent par le biais des institutions, et ça fait partie aussi de notre nouveau monde de l'artiste. Absolument. Et qui offre un potentiel d'élaboration. Enfin, toutes les résidences d'artistes où on vient avec un projet et on a 3 mois en rêve pour réaliser un projet et on laisse l'œuvre sur place, mais en général, il y a une mémoire du processus de création pour que celui qui vient voir puisse voir comment le projet est né, à la fois de l'endroit qu'on a offert à l'artiste, quand c'est Bassillaire, quand c'est des lieux qui ont quelque chose à dire à l'artiste qu'on invite, et le projet, on voit la naissance du projet, et c'est effectivement important. Excusez-moi sous les formes de l'intention ou l'intention de l'artiste, c'est ça effectivement au niveau du projet. Et c'est une des dimensions extrêmement fortes de l'art contemporain, cette dématérialisation ou le rééquilibrage entre l'objet, le processus et puis tout ce qui l'accompagne, donc le public. Voilà. C'est quelques formes, hein, je donnais quelques clés, vous avez raison, l'idée du projet est vraiment forte, omniprésente. Alors, on a 2 ou 3 des images que vous avez faites. Vous avez dit que c'était beau. Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Une dixième de ce que vous avez offert, vous n'avez jamais trouvé le besoin de dire que c'est beau ou pas beau. Alors, je voulais que vous précisiez pourquoi à un moment vous avez dit que c'était beau, à un moment vous ne voulez pas ça. Ah oui. Quel est le rapport de cet art à la beauté? Bien que nous décidons que ce soit lié, mais malgré tout, vous-même, vous avez besoin d'un moment pour certaines œuvres. Dire ça c'est beau. Ah, là, le pollen, oui. Ça c'est très beau. Vous avez dit que c'est poétique. Oui. Notamment sur la vie. Oui, j'ai des rappels dans ma propre subjective. Je me demande comment ça se passe à ce moment-là. Alors, le beau n'est pas une catégorie ancienne. Il y a des artistes contemporains qui ont développé une réflexion sur la beauté du matériau, sur la beauté... ils ont développé une réflexion esthétique qui est liée à l'expérience que le spectateur va faire de son rapport avec l'œuvre. Ils ont développé une idée de l'expérience esthétique qui est, si on veut s'intéresser un peu à la chose, développée notamment par un philosophe qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'art comme expérience », et qui définit l'expérience esthétique
comme une expérience qui engage l'individu dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que regarder, il éprouve, il est impliqué dedans. Il y a quelque chose qui fait qu'il est en communication avec l'œuvre. Quand je parle de beauté pour les œuvres contemporaines, je devrais dire c'est une œuvre qui me touche, c'est une œuvre que je trouve forte. Le terme de beau, c'est parce que moi, effectivement, à force de les voir, j'aime beaucoup les voir et les revoir et les revoir et les revoir. C'est une petite fétiche que je mets un peu dans toutes mes conférences, quelques-unes. Et j'ai le souvenir d'avoir été ébloui. Et j'aime cet éblouissement. Mais c'est effectivement donc, l'art contemporain, il n'a pas abandonné l'idée de beau, il l'a déplacée du côté de l'expérience du spectateur, de l'intensité de l'expérience du spectateur, de l'impact sur la personne. Et l'impact, il peut être intellectuel, sensible, ou les deux. Cette expérience-là, qui est unique parce qu'on est en face d'un visuel, on est dans un environnement, on n'est pas uniquement dans un texte, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du non-verbal, de l'expérience physique. Et la beauté, elle est définie par l'expérience physique au plein sens du terme, où la tête et le corps communiquent complètement dans l'expérience. Une partie des artistes, je ne vais pas parler des sources, par exemple le bouddhiste de Wolfgang Leib avec son pollen, c'est quelqu'un qui est aussi nourri d'une expérience de méditation et qui va chercher une présence, lui, dans la fabrication et une présence possible du spectateur dans la confrontation avec l'œuvre, dans sa présence dans l'espace de l'œuvre, qui rappelle un peu la contemplation, la méditation telle qu'elle est pratiquée dans d'autres aires géographiques. Alors, il y a des écrits, il y a des théoriciens qui disent le beau c'est fini, c'est fichu, c'est mort avec la naissance de l'art moderne. En gros, ce n'est plus une problématique. Moi, je crois pas. Je crois que le beau est toujours encore une question. Il s'est redéfini. Et il y a par exemple des gens qui sont fascinés par les dessins d'Ernest Pignon et Ernest parce qu'ils sont beaux. Esthétiquement, ils ont de la force, ils ont un trait, ils ont une qualité graphique qui est un savoir-faire réactualisé. Parce que vous voyez ces grands dessins affichés souvent à l'extérieur et qui laissent ensuite vivre leur délitement dans les espaces publics. C'est des œuvres qui ont une très grande puissance du fait du format et une expérience physique par rapport au format, par rapport au trait, et que peut-être on éprouve soi-même en plus on dessine, c'est quelque chose qu'on revit. Je ne sais pas si ça... Moi, il y a certaines œuvres que je trouve belles aussi parce que j'ai l'expérience et du faire et du participer par le regard et par l'acte. Je crois beaucoup à la pratique pour rentrer dans la compréhension. Ça, c'est la suite, il faut faire un atelier d'art. Mais c'est vrai que se coltiner avec les outils et comprendre ce que ça veut dire de faire une forme, tout de suite on se dit, mais le plaisir essentiel de aligner des boules que je vois chez les petits enfants de maternelle quand je vais les voir, c'est dommage qu'on le perde. Parce que c'est ce qui fait l'expérience esthétique et qu'on retrouve quand quelqu'un a fait un grand modelage et on le revit par procuration. Il y a une partie des œuvres, on vit par procuration la sensation qu'on aurait si on pouvait les faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est physique, le rapport à l'espace, le rapport aux matériaux. Là, il m'a fait des pierres de lait. Ce sont des grandes pierres de marbre sur lesquelles il met une couche de lait. Le blanc du lait n'est pas tout à fait pareil que la pierre blanche. Il y a une sensation de fragilité de reflet qui est quelque chose de très silencieux, qui rappelle les marbres d'église, qui rappelle des sensations qu'on peut éprouver dans des lieux de spiritualité. Ça se ressent surtout quand soi-même on a fréquenté ces matériaux, qu'on les a touchés, parce que le souvenir physique va être réactualisé. Voilà. Je m'embarque, j'arrête. On prend peut-être une dernière question, si... Oui. Bon, si on veut rester dans le temps. Vous allez tous hésiter à partir. Mais ça je vais tout de même vous dire que, hélas, on ne va pas pouvoir rester. On va être obligé de sortir. En disant, chouette, attendons que ça s'arrête. Ça se calme un peu. Mais on va devoir partir. Voilà. C'est une ponctuation. Parce que il y a des règles. Et la question, c'est la dernière. C'est la dernière. Bien sûr. Et je suis d'autant plus frustré que j'aurais eu envie d'en poser plein d'autres. Donc vas-y, tu as la chance. Bonsoir madame. Poser l'ultime question. Vous avez parlé beaucoup de M. Buren. Or, il se trouve qu'il est au centre de l'actualité actuellement, parce qu'il aurait demandé qu'on enlève l'œuvre de quelqu'un d'autre, qui est très normal d'ailleurs,
qui est situé sur les colonnes du Palais Royal. Absolument. Et donc qui apparemment choque son sens de l'esthétique, il veut être dans le monopole, son Palais Royal. Ah, oui. C'était un petit peu choqué moi-même. Oui, moi ça m'a amusé. Parce que, voilà, en fait, il a posé une signature sur un lieu, en s'appropriant le lieu, grâce à sa signature. Et l'artiste de street art, dont j'ai oublié le nom, qui a fait cette palissade, qui s'amuse un peu avec le lieu, qui se met en écho à Buren, le dérange par rapport à sa conception de son espace signé. Il se sent propriétaire de son œuvre, et donc il est dérangé par rapport à l'esthétique globale de son œuvre. Et c'est extrêmement intéressant par rapport à l'identité de l'artiste, la signature. Ma signature c'est ma rayure, et ma rayure est ma signature. Et voilà quelqu'un qui vient comme un chien dans un jeu de quilles lui dire bah oui, mais enfin bon, tu as fait, mais moi je peux faire aussi. C'est assez amusant, je suis assez curieuse de savoir comment ça va continuer. Alors je me rappelle plus, est-ce que vous vous souvenez du nom de l'artiste, du street artiste? Est-ce que vous vous rappelez du nom de l'artiste? Connais-tu le nom de l'artiste? Non, je ne le sais pas. Il y a eu un article récemment, ça m'a amusé, je m'étais dit tiens, je parle de Buren, et effectivement il est de nouveau sous le feu des projos. Mais il prend de l'âge aussi, et peut-être que la notoriété n'arrange pas la souplesse. Il va faire des trucs. Moi, je vais me permettre ma question là. Je pense que une seule idée. Dans le développement que vous avez présenté parmi les formes, il y a de plus en plus la notion de représentation et de présentation, avec de l'éphémère. J'ai, moi, une culture du spectacle vivant. Et il se reproduit dans un certain nombre d'œuvres des mises en spectacle, avec les étapes, et j'ai le sentiment d'avoir vécu des œuvres en étant spectateur, avoir vu des représentations, avoir vu des installations où il y avait à la fois un décor, une scénographie somptueuse, et puis de la chair. Et puis tout ça, c'était fini. Ça a été éventuellement capté par des caméras qui ne rendront jamais le ressenti que j'ai, mais qui sont susceptibles, lorsque je revois les images, de me décevoir terriblement parce que c'était tellement mieux dans mon souvenir. Et c'est pour moi un ersatz. Donc ça pose plein de questions, je crois. Les installations, quand elles sont fugaces, elles sont faites pour si peu de gens. C'est vrai. Et cette absence de pérennité est en même temps terrible, quoi. Parce que, bon, de toute façon, oui, je ne saurais jamais comment jouer, même si sa voix était épouvantable. L'Aiglon, enfin, qu'est-ce que c'était qu'une représentation de l'Aiglon avec Sarah Bernard, quoi. Et comment ça a pu, voilà. Mais permis de faire un petit plaisir perso. C'est le côté hybride des pratiques artistiques. Les frontières se sont aussi délitées entre les différents champs. Il y a les scénographes qui travaillent sur l'installation, et l'installation est une forme effectivement qui est difficile à reproduire en photo. Il faut les pratiquer, les installations. La performance, c'est pire. Et vous ne pouvez l'avoir que par une trace photographique. Et donc on a là quelque chose de très d'influence par rapport à ce qui s'est passé, à tel point qu'il y a maintenant des artistes qui rejouent des performances du passé. Marina Abramovic, par exemple, va rejouer des performances, qu'est-ce qu'a pris un Beuys, par exemple, elle a rejoué l'art contemporain expliqué à un lapin mort. Je vous ai épargné ça, parce que c'est très drôle. C'est une performance de Joseph Beuys. Et elle les reprend, elle a repris 7 pièces, comme on reprendrait une pièce de théâtre. Et donc effectivement, il y a maintenant une perméabilité complète entre eux, parce qu'on s'est approprié l'espace de l'œuvre. L'espace de l'œuvre a changé, il est sorti du cadre, on va dire, dans ces formes qui sont la représentation, la performance, l'événementiel. Et c'est un événement
comme un spectacle, effectivement. Si vous avez eu la chance de le vivre, tant mieux. Vous faites partie des happy few qui ont pu vivre la mise en scène qu'on aurait tous aimé voir et c'était complet, puis qui ne repassera plus dans cet état-là à un moment donné. Et on en garde un enregistrement qui est forcément une forme de trahison. Et c'est une des difficultés de l'art contemporain, mais c'est aussi un de ses bonheurs quand vous allez à l'intérieur d'un espace où il y a des installations, par exemple d'Ilya Kabakov, ou des gens qui font des mises en scène absolument incroyables, qui sont désopilantes, et où quand vous êtes dedans, il se passe des trucs, l'image n'en rendra effectivement jamais compte. Mais c'est l'expérience, c'est faire l'expérience de l'art, c'est aller dans les lieux de l'art, c'est aller voir les œuvres de près, rentrer dedans. Et il y a des œuvres qu'on appelle des œuvres, je ne vais pas parler des œuvres immersives, il y en a des assez traditionnelles déjà. Il y a par exemple à Beaubourg, vous pouvez en voir un certain nombre. Il y a un jardin, ce qu'on appelle le jardin d'hiver de Dubuffet, qui est une sculpture dans laquelle on peut rentrer. Il y a des œuvres immersives parce que la lumière des néons vous fait rentrer dans un espace lumineux. Ou alors il y a des œuvres qui sont des couloirs lumineux avec des croisements. Ça, il faut le vivre et il faut y aller avec la curiosité d'un gamin. Moi, quand j'emmène des tout petits, ils ne sont pas du tout en train de me dire mais est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, est-ce que j'ai raison d'être content d'être là, est-ce que je suis mécontent d'être là. Il faut les arrêter parce qu'ils ont envie de tout toucher, mais parfois ils retournent voir quelque chose où ils réalisent des réactions assez saines quand c'est physique. Par contre, c'est effectivement conceptuel, qu'il y a 3 télés qui développent des vidéos qui montrent une feuille de papier qui bouge, là c'est un peu plus dur. Mais là où il y a une expérience physique à faire, ils y vont. Et souvent, ils me ramènent justement à quelque chose de premier par rapport aux matériaux, par rapport à l'espace, qu'on a peut-être tendance au bout d'un moment aussi, y compris quand on travaille sur le sujet, à intellectualiser, parce qu'on cherche la signification. La signification, il y en a une, c'est l'intention de l'auteur, et c'est ce que vous comprenez quand vous le vivez. Donc il faut le vivre. Voilà. Comme le cinéma, comme le théâtre, comme la poésie, comme la littérature, tout ça, il faut y aller. Voilà. Merci.